Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu ? Salut Mehdi El Kanafi, je vais bien. Et toi, comment ça va ? Ça va, pas trop chamboulé par les dernières actus. Du mal à s'en remettre. Est-ce que tu as eu du mal à t'endormir ces derniers jours ? Quand même. Peut-être pas du mal à m'endormir, mais la journée de mardi, c'était impossible de travailler, je pense. Ça mouline. J'étais là comme ça, en mode genre, à chercher des infos, à lire des trucs, à écouter des trucs. En effet, au sommaire de cette émission, actualité bouillante oblige, on chamboule le programme prévu, donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de Castlevania. Cette semaine, donc, on va parler du rachat historique d'Activision Blizzard King par Microsoft. Dans une seconde partie, on va faire un petit peu plus léger, on va traiter d'un immense coup de cœur, on vous l'a annoncé, c'est le jeu Sable. Vous retrouverez bien évidemment l'interlude top 3, mais avant, c'est la rubrique retour sur deux émissions dans lesquelles nous vous parlions de The Artful Escape et Death Door. Donc le premier, The Artful Escape, il arrive sur PlayStation et Switch le 25 janvier, alors qu'à la base, il était dispo... exclu Microsoft. Ouais, et en l'occurrence sur le Game Pass. Là, il arrive sur Switch et PlayStation, je le rappelle, et le second, c'est Death Door, qui débarque sur le Game Pass. Alors lui aussi, il était à la base sur PC et Xbox, il a après été annoncé sur PlayStation, mais là, en fait, il arrive, entre guillemets, gratos sur le Game Pass. Donc deux jeux qu'on a appréciés pour différentes raisons. Ouais, toi Death Door, c'était même un de tes tops de fin d'année. C'est clair, donc là, deux bonnes occasions. Ouais, il y a des moyens facilités pour pouvoir y jouer pour tout le monde. Ok, et un petit retour sur l'émission de la semaine dernière, on faisait le planning des sorties 2022, et on a oublié de parler de Démarre 1994, préquel de Démarre 1998, donc ça fait partie un peu du lore. Ouais, faut avoir poncé les Star Strike d'il y a quelques années, je pense. En tout cas, n'oubliez pas, nous on va l'avoir dans le collimateur, on va le surveiller, en tout cas personnellement je pense que je vais m'y essayer. Voilà pour les blagounettes et les retours sûrs. On attaque le gros morceau de cette semaine, le gros morceau du monde, du jeu vidéo. Le gros morceau de l'année, le gros morceau de la décennie, je Déjà, pense. le gros morceau de l'année ? Le gros morceau ever, même, je pense. Le gros morceau ever, nous parlons bien du rachat historique d'Activision Blizzard King par Microsoft. Nico, dis-nous en plus. Eh bien écoute, je pense que tout le monde en a entendu parler. Donc mardi dernier, Microsoft a annoncé avoir acheté l'éditeur Activision Blizzard King. Alors une annonce vraiment coup de poing, sortie de nulle part. Et le constructeur américain se paye donc Activision. Je l'appelle Activision, ça ira plus vite quand même. Donc l'ogre Acti, qui est quand même le plus gros éditeur occidental de ces 10-15 dernières années. C'était lui le mastodonte depuis quelques temps. Il avait shippé sa place à EA. Grâce à une fusion aussi. Oui, tout à fait. Et Acti qui était donc derrière des séries aussi cultes que Call of Duty ou World of Warcraft. Donc il s'agit ni plus ni moins de la plus grosse acquisition du média jeu vidéo à ce jour. C'est une acquisition. D'une acquisition. C'est chaud. C'est chaud. C'est le plus gros deal donc jamais signé par Microsoft, ce qui n'est pas peu dire aussi, parce que Microsoft, ce n'est pas que du jeu vidéo, évidemment. Donc on va revenir rapidement sur la chronologie de ce rachat. Je dis rapidement parce que vous avez tous entendu ce qu'il y avait à dire là-dessus, ça a été reporté abondamment un peu partout. On va juste résumer les faits principaux pour aller un petit peu vite. Donc seulement 2 ans après le rachat de Bethesda et seulement une semaine après le rachat de Zynga par Take-Two, qui était alors pour plus de 12 milliards de dollars le plus gros rachat jamais enregistré dans l'industrie du jeu vidéo, Microsoft a annoncé son projet de rachat d'Activision Blizzard King pour 68,7 milliards de dollars. Et en cash, parce qu'on est là pour faire les choses bien, petite mallette et tout. 70 milliards de dollars, est-ce que j'arrondis, Med ? Non, il ne faut pas arrondir. Non, mais c'est très intéressant. Dis pourquoi ? C'est très intéressant parce que le delta qui est entre la somme réelle et 70, il y a plusieurs fois le rachat de Insomniac par Sony qui était à l'époque de 225 millions. Donc, une paille. Voilà, c'est vraiment complètement ouf. Donc, il faut pas trop arrondir parce que là, on est sur des sommes qui sont mirobolantes. 70 milliards, ça représente quoi ? C'est vrai que c'est une somme dure à s'imaginer. Moi, c'est évidemment un tremblement de terre dans l'histoire du monde du jeu vidéo, et à titre très personnellement, c'est que ça a rebattu les cartes dans l'échelle en fait de valeur de ce qu'étaient les choses, ce qu'était un rachat, la valeur d'un studio, la valeur d'un éditeur, la valeur d'un constructeur. Je suis complètement paumé. Là, c'est qu'on parlait, tu vois, à l'époque de Mojang, le rachat de Minecraft, c'était 2 milliards, on était là, 2 milliards. Les gens trouvaient ça gigantesque. Et c'est dur à se situer, tu vois. Larmina, est-ce que tu sais ce que c'est 1 million ? Est-ce que tu sais ce que c'est 1 milliard ? C'est 1000 millions. Donc, c'est complètement ouf. Donc là, pendant quelques minutes, juste pour rigoler, à un peu se resituer et un petit peu se marrer, on va essayer de voir, en fait, qu'est-ce que c'est que 1 million ? Qu'est-ce que c'est que 1 milliard ? Qu'est-ce que c'est que... C'est quoi tout ça ? Un peu resitué. Vas-y, fais-nous, replace-nous les enjeux. Alors, par exemple, d'après toi, une F1, ça vaut combien ? Alors, une Formule 1, ça doit bien douiller, mais je dirais... je sais pas, 15 millions. Alors,
Il faut savoir qu'on sait pas combien ça coûte. Ouais, parce que j'ai piffé de ouf. On sait pas combien ça coûte, c'est moins. On sait pas combien ça coûte, c'est assez mystérieux, mais une F1, c'est 1 million. Ah, putain, franchement, tu vois, franchement, c'est pas grand chose. Ouais, mais bon, quand tu les vois s'éclater contre les murs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, là, c'est mon premier palier. 1 million. C'est une F1, on est en train de se dire, c'est rien du tout. Parce que là, on est en train de parler de millions, de milliards. Bref, une écurie de F1, ça coûte combien? Tu vois, alors là, il y a eu assez récemment Lawrence Stroll qui a racheté Force India, c'était en 2018. C'est important de dire 2018 parce que c'est vrai que l'inflation, la valeur de la monnaie change. 2018, c'était récent, mais pas tant que ça. Une écurie, c'est 200 millions. Ah. C'est moins qu'Insomniac. Tu vois, donc, tu vois déjà, tu te dis, ah, attends, finalement, une écurie d'F1, tout ce qui fait tout cet argent et tout. Parce que je sais que les gros clubs de basket, c'est quand même plus que ça. Attention, monsieur, là, attention. Je vais trop vite. Oui, bon, vous avez capté qu'on va parler de choses qu'on aime bien. Si par exemple, t'étais Disney et que t'avais envie de te racheter Marvel, tu sais la somme, c'est 4,2 milliards. Ce qui paraît ridicule aujourd'hui. Donc on est à moins de 5 milliards, donc toujours pareil, on resitue par rapport au rachat qui vient de se passer. Si tu veux te racheter Star Wars, c'est 4,8 milliards, tous deux à moins de 5 milliards. Franchement, qu'est-ce que c'est? Tu vois, Microsoft, apéro, comme on dit. Ils auraient pu s'acheter ça, tu vois, entre le fromage... C'est la commission qui a dû toucher l'avocat qui a géré la vente, là, tu vois. Ben, tu vas sûrement en parler tout à l'heure. Si y a une rétractation là, sur le rachat Activision, Blizzard et Microsoft va devoir donner en dédommagement 3 milliards. Donc là, ils peuvent s'acheter, pourquoi pas, une franchise de basket. Combien ça coûte une franchise de basket? Donc, je te donne le top du top, les New York Knicks, qui sont le plus gros marché, juste derrière, il y a les Warriors qui ont dépassé les Lakers. Donc, le top du top, c'est 5,8 milliards. Donc, en dédommagement, Activision va peut-être donner à Microsoft de quoi s'acheter une franchise, parce que des franchises à 3 et quelques milliards, ben, les Bulls, qui arrivent juste après, c'est quelque chose comme ça. Donc, on avance un petit peu. Là, vous voyez où on en est? On est à 5,8 milliards. On est loin encore du rachat de Activision. Un studio, si tu veux t'acheter le MGM, Amazon a acheté la MGM, c'est 8,4 milliards. On est encore en dessous de 10. Donc, avec la licence James Bond inclus dedans. Ouais. Bon, là, on passe la seconde parce qu'on va pas passer l'émission à faire ça, c'est marrant, mais faut pas déconner. Si t'es Disney encore et que tu veux t'acheter la Fox, bon, là, on est sur plusieurs dizaines de milliards, on est sur 71,3 milliards. Ouf, on commence à être sérieux, mais on a enfin dépassé la somme. Donc, en équivalent, dans le cinéma, on est sur Disney qui rachète la Fox pour le rachat d'Acti. Allez, on y va à fond. D'après toi, c'est quoi le truc le plus cher au monde en objet? Qu'est-ce que l'humain peut créer? Je parle pas de minerais, tu vois, parce qu'il y a des minerais vraiment très au kilo, mais un humain a créé quelque chose, on l'a monté, et c'est le truc le plus cher du monde. Un avion. C'est l'ISS, la station spatiale. Ah, oui. Pour le coup, elle est unique en plus. Donc, c'est le truc le plus cher qui existe sur notre planète, c'est 100 milliards. On n'est pas si loin. Pour le coup, on l'a envoyé dans le ciel en plus. Et on l'a envoyé même dans l'espace. On n'est pas si loin, mais on n'est quand même pas sur le rachat le plus cher de l'histoire du rachat. Donc, on est dans la téléphonie, c'est Vodafone. Donc, qui a racheté Mans AG, donc c'est un groupe allemand, c'était 202,8 milliards de dollars. Donc ça, c'est le plus gros rachat ever de l'histoire de l'économie du monde. Et on dépasse, maintenant, on est dans l'extrêmement grand. Le truc le plus cher, la capitalisation de l'entreprise la plus chère de notre planète Terre, c'est Apple, qui pendant quelques secondes en bourse a atteint la capitalisation de 3000 milliards. Donc ça y est, moi je suis perdu, je sais même pas ce que je raconte. 3000 milliards, c'est quoi? C'est le PIB du Royaume-Uni. Donc, c'est plus que la France qui est juste derrière. Donc, on est dans ces sociétés-nations. Alain Damasio, on arrive. Voilà. Alors, c'était juste quelques minutes pour vous. Moi, c'est ce qui m'a le plus chamboulé, c'est ce rapport d'échelle entre de quoi on parle, qu'est-ce qu'on rachète. Qu'est-ce que c'est finalement 70 milliards? Et j'ai arrondi, c'est pas bien. Ça fout la fever, comme on dit chez nous. Donc, il faut quand même retenir que c'est un projet de rachat en l'état. C'est-à-dire que tout doit être validé par les autorités compétentes, les autorités de la concurrence américaine et européenne. Et donc, ils sont chargés de prévenir à toute situation qui peut conduire à un monopole. D'après les premiers experts qui ont été interrogés à ce sujet, il ne devrait pas y avoir de soucis, malgré tout, malgré la somme gigantesque. J'ai peu de doutes. Justement, parce que c'est vrai que le rachat de la Fox par Disney fait un peu foi. C'était un peu l'équivalent dans le domaine du cinéma. Alors, c'était pas le même gouvernement, mais bon. Ouais, ça reste des ricains quand même. Faut pas déconner. Quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les mecs, ils ont avant de claquer 70 milliards, encore une fois, pardonnez-moi pour arrondir, mais tu réfléchis 2 secondes. Tu vois, ils ont pas fait tapis en disant allez, on le tente. Ils se sont quand même dit est-ce que ça va passer? Je pense que ça va passer. Oui, parce que Biden, c'est quand même pas Olivier Besançon non plus. Hein. Vous l'aurez entendu aussi pour la première fois ici. Alors le timing de ce rachat, moi c'est ça qui m'a le plus halluciné, c'est qu'il a été particulièrement court, parce que les tractations ont eu lieu entre novembre et décembre. Voilà, Phil Spencer, au lieu de passer Noël en famille, s'est dit je vais racheter le plus gros éditeur de jeux vidéo occidental. Et ça m'hallucine perso parce que
qu'une telle décision soit prise aussi vite ou qu'une telle somme d'argent ait pu être mobilisée en si peu de temps, je trouve ça dingue. Hein. Parce qu'à titre perso, je pense que je mets plus de temps à choisir un canapé. Hein, donc, c'est vrai. C'est un peu. Oui, mais à ton niveau, c'est pareil. C'est-à-dire que toi, ton budget canapé équivaut plus ou moins au budget Microsoft, ce qui est faux en plus. Là, c'est pas vrai. J'ai des goûts très simples en matière de canapé. Non, mais c'est que là, c'est un vrai investissement pour Microsoft. Hein, Microsoft, on peut quand même dire qu'ils ont été malins et ils ont profité, alors je mets des guillemets, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, ils ont profité des soucis internes chez Activision et des enquêtes qui couvraient les scandales ayant cours là-bas, pour profiter d'un cours de bourse qui était quand même plus favorable. Donc là-dessus, c'est qu'ils ont pu racheter quelque chose à une valeur moindre de ce qu'elle était il y a encore quelques mois en arrière. Ils ont chassé un animal blessé, quoi. Exactement, et c'est un peu cynique, hein, c'est pour ça que je m'étais profité avec des guillemets, mais c'est les lois du marché en fait, hein, tu bouffes celui qui est affaibli, tu l'as dit, la métaphore de la nature, ça marche toujours. Alors, à l'heure où on parle, hein, c'est pas encore clair de savoir si c'est Microsoft qui est venu voir Activision ou si c'est Activision qui est venu démarcher Microsoft. Ça se contredit un petit peu. Là, à la minute où on est en train d'enregistrer, c'est vrai qu'il y a des différents avis qui divergent et qui se confrontent en tout cas. Ouais, je crois que c'est Jeff Grubb tard hier soir qui a sorti un papier pour dire que ça serait Activision qui serait venu démarcher Microsoft. Microsoft, dans son communiqué, a dit qu'ils avaient accepté d'acheter Activision, donc ça irait dans ce sens-là. Mais t'as d'autres sources qui parlent de, au début, ça discutait juste si Activision vendait, Microsoft se montrait intéressé, mais au final, c'est parti dans un projet de rachat. Donc je pense qu'on en saura plus avec le temps. De toute façon, les langues vont se délier au fur et à mesure. On sait juste, en tout cas, ce qui est rapporté par Bloomberg, c'est qu'Activision a aussi sondé d'autres acteurs du marché, notamment Facebook, pour essayer de trouver un meilleur deal. À voir ce que ça aurait pu donner. Là, on rentre dans le what if aussi. Si Facebook avait racheté Activision, je pense qu'on aurait été encore plus choqués. Clairement. Donc ce process de validation, quoi qu'il en soit, ça va être assez long. Hein. Donc on parle de l'été 2023 au plus tard. Donc c'est comme Bethesda, ça va prendre un an et demi. Je crois même Bethesda, ça a été validé il n'y a pas si longtemps, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est quand même quelque chose, c'est pas demain la veille que ça sera effectif. Et pendant ce temps-là, Bobby Kotick, donc le président d'Activision, et Activision restent autonomes jusqu'à ce rachat. Ce qui est logique. Mais c'est vrai qu'on se posait tous la question, hein, parce que Kotick, c'est quand même connu comme un, je me permets l'expression, mais un enfoiros notoire dans le domaine du jeu vidéo. Et on se disait tous que Microsoft allait profiter de l'occasion pour le dégager. Ce qui, à mon sens, ne peut pas être autrement. Je pense que dès que ça sera signé, l'encre sera même pas sèche, qu'ils vont lui dire merci Bobby. Il faudra voir quand le deal sera entériné. Sauf que Bobby, il va dégager les poches pleines, hein, parce que c'est comme ça que ça marche. En général, ces gens-là, ils perdent rarement au final. Mais il s'en tire bien parce que c'est pas la pression de ses employés qui aura conduit à la démission, c'est le mec qui aura vendu sa boîte à un prix faramineux et qui partira avec un parachute le plus doré possible. Oui, parce qu'au-delà des différents deals qui nous sont inconnus dans son contrat, s'il vend la boîte, il a, comme tu dis, un parachute doré, mais c'est surtout qu'il a un portefeuille d'actions qu'il va vendre. Exactement. Et qui va se faire un maximum. Donc on s'inquiète pas pour lui, et c'est pas impossible qu'on le voit ressurgir dans un an chez Facebook, moi je pense qu'il va se lancer dans la politique. Je sais pas, il a une tête de politicien. Ouais, le mec véreux, le mec pas sympathique. Ouais, il a une tête de... Ça irait bien. Moi je trouve ça lui irait bien. Donc Microsoft lui accorde quand même une sortie honorable, hein, mais on peut espérer que sous la nouvelle direction de Phil Spencer dans quelques années, le sort des salariés d'Activision s'améliore un petit peu. Donc quoi qu'il en soit, tu vas parler du fait qu'ils peuvent se faire souffler l'affaire encore ou... Non, mais c'est vrai que ça rentre dans les détails techniques. Hein, c'est juste, c'est vrai que c'est un détail technique, on rentre pas trop, mais il y a peu, Take-Two était intéressé par Codemaster, et en fait, au dernier moment, il y a eu un temps donné où d'autres offres peuvent être faites, et s'il y a une meilleure offre, tu peux celui qui s'est racheté peut choisir la meilleure offre. Ouais. Et donc, Codemaster, Electronic Arts a soufflé l'affaire à Take-Two, et là, en fait, juste ce qui est rigolo, c'est qui peut souffler cette affaire à Microsoft. Qui peut proposer plus. Et d'ailleurs, Take-Two qui a racheté Zynga, du coup, pour se venger, là encore, on est sous je crois que c'est 45 jours de période où quelqu'un peut renchérir derrière. Et il se murmurait qu'Activision s'est posé la question pendant ce laps de temps avant d'être acheté par Microsoft. D'accord. Take-Two, c'est un peu les bolos du game, les pauvres. Hein. C'est que dès qu'ils font un truc, non, je crois pas, non, reste à ta place. Après, il faut monter les enchères pour faire raquer plus les autres, ce qui est pas con non plus. Oui. Donc voilà pour le résumé global, hein, le côté un peu factuel. Maintenant, on va parler un petit peu de nos réactions à tous les deux, nos réactions à chaud, de ce que ça implique pour l'industrie, de ce que ça implique pour les jeux. Mais pour être honnête, c'est quelque chose qui est tellement énorme qu'on n'en saisit pas encore toutes les implications. Moi, je l'ai dit, mardi après-midi, j'étais incapable de bosser, j'avais la tête un peu ailleurs. J'ai l'impression que tout le monde était un petit peu abasourdi, c'était aussi ton cas ? Ouais, carrément, c'est vrai qu'on s'y attendait pas, c'est des sommes qui sont mirobolantes. On a du mal, et moi, à titre très personnellement, c'est que j'ai du mal à me projeter.
Et le jeu des projections, ce qu'on fait tout le temps en top 3 et tout, c'est rigolo, mais c'est avant tout du fun. On voit que c'est dur d'avoir une analyse concrète quand on n'a pas tous les éléments et on n'a pas le nez dans les dossiers. Donc en fait, on a une image du marché qui est quelque part un peu partielle. Ouais, mais c'est ça, on va parler des conséquences les plus directes, les plus évidentes, mais il y aura des conséquences qui sont ressenties sur des années. Là, je pense qu'on a vraiment... Il y a eu un chamboulement du marché, on y viendra en fin d'émission. Mais on va partir du plus simple, les jeux, voilà, soyons pragmatiques, soyons terre à terre. Mais en tant que joueur, c'est ce qui nous intéresse aussi. Exactement. Donc, mais Microsoft possède aujourd'hui désormais plus d'une trentaine de studios. Le décompte, on l'a un peu tous perdu parce que en interne, on sait que chez Blizzard, il y a plusieurs studios, etc. Donc, il se dit 32 là. Voilà, donc on est autour de la trentaine de studios, ce qui est quand même assez colossal. Comme on dit, c'est pas pire. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Niveau portfolio, ils ont rajouté des dizaines de licences dans leur besace, notamment Warcraft, Starcraft, Overwatch, Diablo, tout ça chez Blizzard. Fais gaffe si t'en oublies. Je vais pas tout citer, pourquoi tu... Je sais pas, Crash, Spyro... Si, c'était pas vu. Donc Tony Hawk, tu dis Crash et Spyro, voilà. Évidemment. Guitar Hero aussi, rappelez-vous, oui. Guitar Hero. Candy Crush aussi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup moins de King, parce que nous, le côté mobile, c'est pas forcément là où on s'y connaît le plus. Mais il y a aussi Candy Crush et toute la pelletée de free-to-play de chez King. C'est vrai que Guitar Hero, moi, je l'avais oublié, c'est vrai que... Et évidemment, au centre de ces licences, le joyau de la couronne, Call of Duty, évidemment, le monstre colossal. Juste pour donner une idée, au niveau du classement des meilleures ventes de jeux vidéo aux États-Unis en 2021, donc l'année qui vient de s'écouler, les 2 premières places sont occupées par 2 épisodes de Call of Duty. Donc l'épisode Vanguard, la nouveauté de l'année, et le second, c'était Black Ops Cold War qui était sorti l'année d'avant. Donc on se rend compte que le rachat, rien que pour Call of Duty, prend tout son sens, parce que c'est un générateur de cash monstrueux. Et c'est vrai qu'on avait parlé à l'époque du rachat de Bethesda que ça faisait un portfolio très américano-centré. Là, je pense que ça a été renforcé, puissance 10 millions. Quoi. Là, je suis d'accord avec toi, mais le joyau de la couronne, en tout cas, s'il devait y avoir une autre pierre précieuse à côté, ça serait WoW. Moi, j'aurais World of Warcraft, dans le sens où c'est dans la philosophie du jeu d'avoir des joueurs captifs, d'avoir des paiements mensuels. Et il suffirait, tout bêtement, d'inclure World of Warcraft au Game Pass. Et si tu veux jouer à World of Warcraft, tu t'abonnes au Game Pass qui va inclure ton abonnement mensuel, donc le Game Pass PC ou pourquoi pas console, j'en sais rien si c'est adaptable, mais voilà, c'est une autre technique pas bête. Oui, et puis c'est vrai que WoW c'est un générateur de cash flow aussi dingue, donc c'est vrai qu'on y pense peut-être un petit peu moins. Mais c'est un nombre d'abonnés, tu vois, ils ont communiqué sur ce fameux nombre d'abonnés au Game Pass, s'ils veulent le faire gonfler, WoW c'est un levier intéressant. Même si c'est plus le WoW de sa période dorée, ça reste quand même même si ça reste sérieux quoi. Juste pour la vanne, niveau de 1 à 10, sur l'échelle de 1 à 10, Crash Bandicoot, la mascotte de Xbox maintenant, t'es deg à quel point? Je suis deg autour de 8-9. Mais Spyro aussi, c'était une exclue Sony, et développée par Insomniac, on en parlait tout à l'heure. Et toi t'es un gros fan de Crash. Oui, c'est quand même incongru ce qui se passe. C'est un truc de ouf. Après, ça a toujours été un peu compliqué parce que c'était une mascotte qui était développée par Naughty Dog pour Sony, dont les droits étaient déjà à Universal. Ouais. Et ça a été un peu le bordel quand ils sont passés chez Activision, mais tu l'as dit, c'était une mascotte. C'est-à-dire que Sony, quand ils n'avaient pas d'effigie, en fait, qu'ils n'avaient pas de couleur à mettre sur leur drapeau, c'est Crash un peu qui s'est imposé. Et en tant que jeu de plateforme classique, une mascotte est toujours, ou souvent, un jeu de plateforme. Salut Master Chief, qui était vert et FPS. Mais tu vois, il y a toujours un petit peu ce délire-là. Ouais, non, je suis 8-9 sur l'échelle du deg. Ça me rappelle pas quand Banjo-Kazooie est passé chez Xbox, mais je pense qu'on était beaucoup moins... C'est vrai. Beaucoup moins crucial. Néanmoins, mon seum pourrait s'effacer si il y a du cash qui est injecté pour des nouveaux épisodes, parce que Crash 4 qui est arrivé, et alléluia, et qui était incroyable, a pas si bien marché que ça, contrairement à la trilogie HD qui, elle, a vraiment fonctionné, qui était à plus de 10 millions de ventes, le CTR qui est revenu en remake aussi, qui était vraiment excellent. Oui, sortez un nouveau Crash Team Racing 2, un Crash 5, ouais, là, je serais bien moins dégoûté. Tu t'enflammes. On va parler de la question des exclusivités, évidemment, qui revient au centre du jeu. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que certains jeux qui ont une communauté en ligne déjà active et déjà dispersée, un petit peu comme Call of Duty Warzone, donc le free-to-play lié à la licence, Overwatch, Candy Crush, tout ça, à mon avis, resteront multiplateformes. Mais tout le reste, tous les autres jeux, ça sera des exclus. Au moment du rachat de Bethesda, Spencer, il avait d'abord un peu ménagé les gens en disant oui, on va pas briser les communautés et tout. Puis, quelques temps après, il a quand même avoué que non, tu lâches pas 7 milliards
pour filer des exclus à tes concurrents. Là, on parle d'une somme 10 fois plus importante. Oui. Clairement, ça restera des exclus Xbox. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Comme l'a été Minecraft, une licence qui est restée multiplateforme. Là, Elder Scrolls 6 va être exclu. Starfield va être exclu. Le prochain Call of, exclu. Franchement, là, je suis entièrement d'accord avec toi. On va parler Game Pass et stratégie un peu plus globale pour Microsoft, parce qu'on sait que c'est le cœur, évidemment, de leur business aujourd'hui. Il y a un nouveau chiffre qui a été annoncé quand même, 25 millions d'abonnés Game Pass. Je crois qu'on est à 18 janvier dernier. Ouais. Donc ça continue à monter. Je trouve que c'est compliqué de dire ça monte doucement ou vite, parce qu'on n'a pas trop d'échelle de valeur. Je pense que le streaming vidéo, c'est quelque chose qui était démocratisé, qui a déjà plus de 10 ans. Alors Disney+, c'est vrai qu'il a beaucoup progressé, et sans dire qu'il a quasiment rattrapé Netflix, je pense qu'ils ont profité aussi de l'évangélisation de Netflix, oui, c'est ça, du marché. Là, on est quand même dans le jeu vidéo, c'est une première pour le jeu vidéo, donc je pense que on a du mal à jauger si c'est bien ou si c'est un peu décevant. Mais 25 millions, ça reste quand même pas mal. Hein. Ouais, ça reste bien, comme tu dis, vis-à-vis des plateformes de streaming. Netflix est à plus de 200 millions, Disney Plus est à 100, donc ils sont toujours à moitié moins. Néanmoins, c'est que quelques années Disney Plus, donc ils ont explosé plus vite. Là, va falloir voir quand Sony va potentiellement avoir sa plateforme, quand Microsoft, il est installé en fait. C'est les Netflix, c'est les premiers, c'est eux qui sont là. Néanmoins, le PlayStation Plus reste, ils sont à largement plus de 40 millions. Ouais, mais bon, c'est vrai que Microsoft, on oublie souvent de parler des abonnés Xbox Live, qui étaient aussi à 40 millions, je crois, ou 30. Ouais. Donc, ça reste, ils ont quand même, le PlayStation Plus, c'est plus un équivalent du Xbox Live que du Game Pass, quoi. Oui, mais le PlayStation Plus, c'est moins de 10, donc non, c'est pas bien du tout, quoi. En tout cas, avec ce rachat, Microsoft consolide énormément son catalogue PC, avec évidemment Blizzard, qui était un des éditeurs majeurs sur le secteur, mais aussi son catalogue mobile avec King. C'est vrai que là-dessus, le mobile, ils n'étaient pas tellement présents, Microsoft. Et à mon sens, j'ai l'impression qu'ils sont en train de construire un Game Pass un petit peu universel, qui serait capable de plaire à tout le monde, couvrant toutes les manières de jouer, donc les free-to-play sur mobile, les jeux hardcore console et PC, mais aussi les jeux plus familiaux. C'est vrai qu'on avait dit que Spencer, il disait que c'était un petit peu un manque du catalogue. Là, on a parlé de Crash, on a parlé de Spyro, des jeux plus pour la famille. Je pense que le Game Pass, leur objectif, c'est que tout le monde puisse trouver un intérêt là-dessus, quoi. Le truc, c'est que Microsoft se fout de faire de l'argent, en fait. Là, maintenant, ils veulent être dans absolument tous les foyers, et ils veulent être dans tous les foyers, dans toutes les télés, dans tous les salons, mais pourquoi pas être sur tous les téléphones aussi. Et là, si tous les Android pouvaient avoir Candy Crush installé de base, avec différents partenariats, ce genre de trucs, je sais pas comment ils peuvent... Comme ils avaient fait Windows dans les PC. Hein. C'est vrai que tu dis s'en fout de faire de l'argent, mais parce qu'ils sont pétés de thunes, en fait. Oui, c'est pour ça, ils s'en fichent, parce que s'ils voulaient faire quelque chose de vraiment rentable, ils auraient peut-être une stratégie différente, et ils auraient une politique de rachat peut-être un peu différente. Là, ce qu'ils veulent, là, maintenant, c'est évangéliser, dans le sens où... c'est l'une des déclarations de Phil Spencer, c'est nous, maintenant, on veut toucher des milliards de joueurs. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on estime que le marché des joueurs, c'est, je crois, 2 milliards de personnes, potentiellement. Et lui, il dit, voilà, je veux plus me contenter de 50 millions des mecs qui achètent ma console, quoi. C'est toucher tout le monde, hein. Au-delà de ça, au-delà du Game Pass, on peut aussi imaginer des déclinaisons à venir des licences Microsoft selon la formule dont on a parlé, je crois que c'était dans le Red Alert, j'avais noté le 27, sur comment tu déclines une franchise aujourd'hui en AAA, en free-to-play, en mobile, d'avoir c'est un peu tiercé gagnant, que Call of Duty a fait et qui fonctionne énormément, avec notamment Warzone. Et là, on peut s'attendre à avoir Halo, à avoir Elder Scrolls, à avoir Fallout, qui arriveront chacun à leur déclinaison. Parce que là aussi, manière de toucher tout le monde. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est vraiment l'idée, c'est de toucher le public qui n'était pas auparavant. Et c'est nul, hein, mais tu vois, quand on parlait de NFT, là, personne ne comprend rien, et surtout, c'est que le public en général n'est pas concerné. Mais eux, là, Microsoft, ils sont à l'opposé de cette politique de NFT. C'est qu'ils s'en foutent plus ou moins de faire parler d'eux. Eux, ils veulent toucher les foyers, et en fait, intégrer les foyers et l'entertainment en général. Enfin, on peut se rappeler de la politique de la Xbox One TV, c'est un petit peu la même politique, parallèle, différemment en fait. C'est la communication qui change en fait. Voilà, mais c'est la même ambition, c'est que mais tu vas allumer ta télé, tu vas l'allumer à travers la Xbox One, et quelle que soit en fait la forme de divertissement que tu vas consommer, ça sera à travers la marque Microsoft. Là, en fait, cette politique, ils l'ont abandonnée, le tout des maths et tout, ils reviennent doucement. Mais c'est par un biais différent, mais la conclusion c'est la même, quoi. C'est vrai que le jour, je pense, où on aura l'appli Xbox sur nos télés, ça va nous faire un peu bizarre, quoi. Mais c'est le endgame, quoi. Oui, c'est ça, hein. Enfin, les boîtes, la boîte, quand je parle de la box, de vraiment la console, s'ils peuvent s'en soustraire rapidement, ils le feront, hein.
Parlons un peu d'Activision, des conséquences que ça va avoir. On sait que là-bas, c'était pas forcément la franche rigolade, et notamment sur le développement de jeux, il y avait un espèce de tout pour Call of Duty qui arrivait année après année, où tous les studios étaient assujettis à cette licence. Est-ce que tu penses que ça va être un moyen de revigorer un petit peu le portfolio ? Tu parlais de Crash, tu parlais de Spyro. Est-ce qu'on peut espérer justement revenir à une variété, une diversité au sein d'Activision ? Je sais pas. Parce que là maintenant c'est sous le patronage de Microsoft. Si on réfléchit historiquement, quand Microsoft a racheté des gros studios, ça s'est pas toujours bien passé. Ils les ont mandatés pour des jeux dont ils étaient pas spécialistes. Là, Activision, par exemple, on parlait de Toys for Bob ou d'autres studios qui étaient sur Crash ou sur les remakes, quand on a envoyé en backup sur du Call of Duty, et justement pour les faire autre chose de ce pourquoi ils sont bons. Oui, c'est pas le Père Noël non plus, Microsoft. Non, mais après, est-ce qu'ils ont justement appris ? Est-ce que après avoir fait des erreurs avec Rare, on leur a beaucoup... Ça, c'est un petit son sympa. Voilà, on fait un petit mix Daft Punk avec ce son de ressort, désolé. Non, voilà, tu vois, on leur a reproché d'avoir un peu tué Rare dans l'œuf. Est-ce que là, ils ont appris ? Est-ce que ça va être différent ? Spencer l'a dit, il avait avoué qu'avec Rare, ils avaient fait de la merde et qu'ils avaient compris que si tu rachetais des studios, c'était pour les laisser faire aussi un petit peu ce qu'ils savaient faire. Ouais, mais avant le rachat d'Activision Blizzard King, ils étaient à vraiment une vingtaine de studios, 23 je crois, enfin je sais plus, c'était vraiment assez conséquent. C'est trop récent pour en voir les conséquences, mais on a envie de voir maintenant Bethesda qui sort des jeux sous Microsoft. Est-ce que ça va, enfin comme on dit, tu vois, il faut provide maintenant, tu vois, montre-nous que ça arrive. Et c'est pas encore le cas, le temps est encore trop resserré. Néanmoins, on a pu voir des bribes de choses assez positives sur Double Fine et Psychonauts 2. Ça a permis d'avoir un temps de développement rallongé, une injection d'argent, de polish le jeu, et ça a été super ça pour Psychonauts 2 qui était vraiment propre, quoi, alors qu'on aurait pu flipper. Ouais. Est-ce que ce rachat aussi sera pas une nouvelle chance pour Blizzard ? C'est vrai qu'il y a 5 ans, c'était le Golden Boy du jeu vidéo, que des grosses licences, tout ce qui touchait se transformait en or. Et on a vu que, bon gré mal gré, un moment après l'autre, Activision a réussi un petit peu à rentrer dans la tête de Blizzard et est venu un peu interférer avec les développements. On savait qu'Overwatch 2, Diablo 4, ça a été retardé, que c'était compliqué en interne. Est-ce que c'est peut-être aussi un moyen de racheter son lustre d'antan ? Enfin, tu rachètes pas Blizzard pour les brider, quoi. Ça serait un peu dommage, quoi. Ouais. Franchement, alors là, je sais pas du tout, et de façon extrêmement candide, je te dirais que sur Blizzard, ils étaient à chaque fois sur chaque créneau. Ils ont balancé du StarCraft, ils ont balancé du Diablo. Nous, on attendait tout ce temps, tu vois, des suites, des choses assez solides. Et là, est-ce que avec le rachat, comme tu dis, ils vont pouvoir, tu vois, se développer pleinement ? Je sais pas. Tu vois, quand tu prends Valve, qui ont aussi des grandes licences, Half-Life, et ils ont quoi Portal. Et tu vois, en tant que joueur, t'attends toujours que des suites de ces grandes licences, des jeux de qualité, et tu te dis, avec tout l'argent que vous avez, ce portefeuille plein, donnez-nous les meilleurs jeux de ces grandes licences. Néanmoins, Valve, ils sont aussi, tu vois, Gabe Newell, il est pas bête non plus. Il a, moi, j'ai une plateforme de distribution de jeux, je fais un maximum d'argent sur ces plateformes, j'ai quel intérêt de potentiellement salir mon image avec un Half-Life 3 moins mémorable que Half-Life 2. Donc, je continue à gagner de l'argent avec ma plateforme et je sors pas des titres. Plus ils ont gagné de thunes, moins ils ont fait de jeux, en fait. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que Blizzard, on peut imputer leur politique à Activision, mais c'est pas dit. Peut-être que Blizzard, en interne, eux, ils avaient peur de sortir un nouveau Diablo, ils avaient peur de sortir un nouveau StarCraft, parce qu'ils continuent à faire de l'argent avec World of Warcraft. Mais leur licence d'antan mémorable, finalement, est-ce que c'est ça qui allait faire gagner de l'argent ? Est-ce que c'est ça qui allait ternir leur image ? Je sais pas. Quand ils ont sorti Diablo mobile, c'était pas pour faire plaisir. Ils étaient pleinement conscients que le mobile dans les marchés asiatiques, c'est ça qui allait fonctionner. Oui. Et la seconde vitalité de la licence Diablo allait trouver, tu vois, un salut à travers Diablo mobile. Oui, comme on disait, Microsoft, c'est pas le Père Noël. Activision, c'était pas non plus le diable qui leur faisait la cause de tous les maux. C'est ça que je veux dire, c'est que Blizzard, finalement, est-ce que c'était vraiment la faute d'Acti ? Je sais pas. Valve, c'est la faute de personne. Ils sortent pas de nouveaux jeux parce qu'ils décident. Il y a pas quelqu'un qui est méchant derrière Gabe Newell en disant mais non, vas-y, fais de l'argent. Non, lui, il a décidé, tu vois, de faire ça. Un exemple tout bête, et on en reparlera sûrement tout à l'heure, c'est Sekiro, tu vois. Et Sekiro, Miyazaki était évidemment impliqué, mais Activision était aussi impliqué. Sekiro, c'est le seul jeu de la FromSo compagnie, tu vois, les Souls-like, qui n'a pas de DLC. C'est un truc de ma boule. Tu te dis, s'il y a bien un jeu chaperonné par Acti
c'est Sekiro qui aura des DLC. Ben non. Et alors, tu vois, on sous-entend quoi? Ah non, que finalement, Acti, c'est des enfoirés, qu'ils pensent qu'à la thune et tout. Oui, sûrement. Mais je sais pas, Miyazaki, il a peut-être super bien peaufiné son contrat, où il devait être 100% libre. Ils ont pour autant participé au développement. C'est de la vraie édition. Néanmoins, Sekiro, c'est un jeu standalone propre à 100 DLC. Tu vois, des fois, on a du mal à faire une licenciation. Il faut toujours un petit peu nuancer les choses. Donc, pour répondre à ta question, j'en sais rien. je sais pas du tout si Blizzard va retrouver un nouveau souffle. Je sais pas. De manière plus pragmatique, et là ça parlera aux PCistes, mais ça sera certainement la fin de Battle.net, donc le sort de Steam-like de Blizzard et donc d'Activision, où c'était le launcher en fait des jeux Acti sur PC. Donc on peut imaginer pourquoi pas l'arrivée de WoW ou de Diablo sur Steam, ce qui à mon avis pourrait relancer quand même pas mal les ventes. À voir aussi, est-ce qu'on aura le retour de ces licences mises sous le tapis? Tu parlais de Crash, tu parlais de Spyro, Guitar Hero, Tony Hawk, on a vu qu'il y avait un petit retour ces derniers temps. Très bien le remaster du 1 et du 2, moi j'adorais. Oui, donc toi, en tant qu'on faisait tes remasters, bon, t'attends plus rien, quoi, en fait. Mais un nouveau Tony Hawk, pourquoi pas je sais pas si... Je sais pas, il y a eu des différentes tentatives avec, tu sais, le skate où tu jouais tout dans ton salon, tout éclaté, il était vraiment pas bon, lui. Mais un nouveau... Est-ce que... En fait, c'était la mode des... Alors, c'était pas les jeux joués, c'était les jeux accessoires, tu vois. T'avais le Guitar Hero, le Rock Band, ce Tony Hawk avec le skate par terre. C'est mort, enfin, je veux dire, ça s'est écroulé après un succès abusif où ils ont vraiment abusé, quoi. Ils ont charrié, ils en ont trop fait. Peut-être que ça fonctionnerait aujourd'hui. C'est comme les jeux joués, tu parlais Skylanders aussi, c'était un gros succès, c'est devenu un marché avec Disney Infinity, je sais plus comment il s'appelait. Ouais, Infinity, ouais. Et là aussi, le marché s'est replié sur lui-même et Ubisoft est arrivé 2 ans après tout le monde, mais ça ne marchait plus, quoi. Ouais, même Nintendo, genre je sais, j'ai pas suivi de ouf les Amiibo, mais ils ont l'air de lever le pied un peu, je sais pas. J'ai l'impression aussi. J'ai l'impression. C'est pas, c'est pas le sujet que mais je donc, suis le plus assidument. Skylanders était quand même débuté avec la licence Spyro. C'était un fer de lance, quoi. Tout à fait. Parlons maintenant un peu industrie. Donc, ce rachat, on l'a dit, c'est un véritable séisme à l'échelle de l'industrie du JV. On passe quand même à une autre échelle. C'était que j'ai l'impression, tu vois, avant la NES, c'était un peu le prologue, la préquelle, tu vois, l'épisode 0. Là, on vient de vivre un peu l'épisode 1 avec ce cliffhanger pour la fin de l'épisode. Okay. Et là, on passe dans l'ère numéro 2. Tu vois, l'épisode 2, le jeu vidéo 2.0. Je pense qu'on retiendra cette date du 18 janvier comme une date où ça aura changé un petit peu le monde du jeu vidéo. C'est un crash boursier, mais à l'envers, quoi. Ouais. Et j'ai presque l'impression, on se dit, mais en fait, Microsoft, depuis 20 ans, vous vous amusiez juste. Vous étiez juste là en mode, vas-y, on va tenter un peu le jeu vidéo vite fait et tout. Et là, t'as l'impression juste qu'ils ont dit, vas-y, on passe la seconde, c'est bon, il y en a marre, quoi. C'est exactement ça. C'est juste que avant Microsoft, le marché du jeu vidéo, entre guillemets, ne les intéressait pas. Et c'est que là, Satya Nadella, il a dit, ça y est. Il a dit, ok, let's go. Non, mais il a dit vraiment, ok, le marché du jeu vidéo, on veut s'y intégrer. Alors, c'est plus que s'y intégrer, c'est le manger, en fait. Et on veut être dominant, on veut être le leader. Et pour ça, on va investir à notre capacité maximum. C'est devenu un axe majeur de croissance qui s'identifie pour le futur, parce qu'on l'a dit, le jeu vidéo, c'est le truc où il y a de la maille en ce moment, quoi. Mais tu vois, ces grandes entreprises, que ce soit les GAFAM et tout, Google en l'occurrence, ils essayent tous les ans, tu vois, d'investir des différents marchés à des mesures raisonnables. Ils ont des portefeuilles de ouf, mais ils arrêtent. Tu vois, quand Google tente de faire Stadia, c'est un essai sérieux où il y avait de l'argent, mais très rapidement, ils ont dit « Ah, le truc ne prend pas, on débranche, on arrête, on va aller voir ailleurs. Ouais. » Microsoft, quelque part, c'est ce qu'ils ont fait, tu vois, dans une mesure 20 ans. Ils ont été persévérants, quoi. Ils ont pris 20 ans où ils ont dit « Est-ce que ce marché, on veut l'investir pleinement ?» Néanmoins, Microsoft, en tant que, tu vois, software, middleware, ils étaient jamais très loin, tu vois, du marché du jeu vidéo. Ce qui n'est pas le cas, tu vois, quand même, de Google, qui a un moteur de recherche. Donc, ça reste de la technologie, mais c'est quand même un petit peu différent, tu vois. Et Facebook. Et Facebook, il y a un réseau social. Ouais. Non, mais tu vois, les GAFAM, c'est des nouvelles technologies, mais c'est pas du jeu vidéo. Il y en a un, c'est un site, l'Amazon, c'est un site de e-commerce, Google, c'est un moteur de recherche, Apple, c'est de la téléphonie. C'est ce qui les a fait gagner. Donc certes, il y avait les Mac, les iBooks, tout ça, je suis bien au courant, mais c'est la téléphonie qui les a fait vraiment exploser. Microsoft, d'accord, qui faisait des systèmes d'exploit, mais qui était un petit peu dans le jeu vidéo, mais finalement, ces GAFAM, il n'y en a que un qui est, entre guillemets, un pied dans le jeu vidéo et un peu légitime pour arriver, c'est Microsoft. Oui. Et puis, il y a eu ces 20 ans, c'était presque un peu une sorte d'échauffement, quoi. Oui, mais c'était vraiment un terrain d'essai, et pour ça, ils se sont demandé, est-ce que ça, on veut y aller à 2000%? Et c'est pas négligeable, en fait, ce que Microsoft dépense, on dit qu'ils ont le portefeuille infini et les poches pleines, mais c'est vrai sans être vrai. Là, l'investissement qu'ils ont fait, c'est l'équivalent de 1 an
de bénéfices chez Microsoft. Non, il est colossal. Hein. C'est le plus gros achat Microsoft ever, hein, pas juste Xbox. Hein. Mais tu vois, une année d'exploitation sur un bilan financier d'une entreprise, 100% des bénéfices sont réinjectés dans un seul projet. C'est un truc de malade. Enfin, comme on dit, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc ces grandes sociétés, ils savent très bien que il faut un peu ménager. Putain, je vais te faire une petite expression là, ménager la chèvre et le chou. Hein, comment on dit. Non, mais tu vois, ils sont vraiment mesurés. Et là, c'est que 100% d'une année est injecté dans ce projet-là. Donc ça y est, là, ils ont changé de braquet en mode, ça y est, on est peut-être sérieux maintenant. Ouais, c'est ça. C'est que là, vraiment, ils veulent ce marché. Alors attention, néanmoins, Microsoft, hein, parce qu'on l'a dit, jusqu'à maintenant, ils étaient vus comme l'outsider un peu sympathique et dynamique du jeu vidéo, tu vois. Mais est-ce qu'ils vont pas retrouver un petit peu leur statut de grand méchant qu'ils avaient, rappelle-toi, quand on était petits, hein, dans les années 90 ? C'est vrai, oui. C'était le grand Satan. Microsoft, comme aujourd'hui, on parlait plutôt de Google ou Facebook. Oui. Est-ce qu'avec ce rachat aussi fort, ce côté un peu hégémonique avec Bethesda et Acti dans le escarcelle, est-ce qu'ils vont pas retrouver cette place un peu de grand méchant du jeu vidéo C'est le groupe des gros méchants quand même un peu là. Faire entre avec Activision, Blizzard plus Microsoft, ils sont autour d'une table, on voit que leurs mains, tu sais, ils ont des ombres sur leur visage. c'est un peu le mal. Je sais pas. T'as raison. C'est vrai que quand on était un peu plus jeune, Microsoft était assez mal vu. C'était ceux qui mettaient le système d'exploitation dans absolument tous les ordis, ce qui est encore le cas aujourd'hui, mais aujourd'hui, t'as, je sais pas, peut-être plus l'habitude de trifouiller ou d'être plus indépendant dans ce que tu vas faire avec ton ordi. Ils ont un peu moins cette image de grand méchant. Je pense que c'est parce que Google et Facebook leur avaient un peu piqué, c'était eux les nouveaux méchants, quoi. Ouais, Google, Facebook, Amazon, on n'en parle pas, mais c'est bien des fils aussi. Ouais, je pense qu'ils commencent à sortir du bois là avec. Ouais, carrément. Mais en tout cas, pour ce qui est des GAFAM, je pense. Et on en parlera sûrement tout à l'heure, je sais pas si j'embraye là, mais je les imagine pas, moi, eux faire comme Microsoft, faire tapis sur le jeu vidéo. Parlons-en. Non, mais ouais. Pourquoi parce que on voit que le jeu vidéo, c'est le secteur aujourd'hui de croissance, c'est le secteur qui génère de l'argent, c'est le secteur qui est lié d'une manière ou d'une autre au métavers, à la réalité augmentée, à la réalité virtuelle. Alors oui et non. C'est qu'on a quand même notre prisme, tu vois, d'observation de fans de jeux vidéo, de gens qui sont dans le marché du jeu vidéo et qui on regarde cette industrie que par notre lorgnette. Mais je vois pas en quoi il y a une logique à ce que Amazon, un site de e-commerce, fasse demain, tu vois, du jeu vidéo de plein pied. Là, ça, ils vont dans l'espace, Amazon. Hein, donc ils sont un peu, ils ont décidé de se. Ouais, c'est vrai, mais ils vont dans l'espace pas pour gagner de l'argent. L'espace, ça fait pas gagner de l'argent. C'est vraiment de la perte sèche ce qu'ils font. C'est que c'est pour de l'image, c'est pour montrer qu'ils sont plus forts que Elon Musk. Il y a d'autres. Est-ce que Facebook, tu vois, eux, est-ce qu'ils ont un intérêt à aller dans le jeu vidéo à 100% ? Le métavers, c'est lié au jeu vidéo dans sa représentation, mais est-ce que c'est vraiment du jeu vidéo ? Je pense pas. Justement, je pense qu'ils veulent s'en extraire en disant c'est autre chose que du jeu vidéo. Je sais pas, parce que rappelle-toi, hein, l'émergence qu'on appelait le casual gaming et tout, c'est venu de Facebook. Avant les mobiles, t'avais ton Farmville et compagnie, c'était sur Facebook. Ils ont gagné de l'argent grâce aux jeux vidéo. Ils voient l'attrait que ça. Ils ont racheté Oculus, qui était certes un truc de réalité virtuelle, mais qui était très orienté gaming. Oui, mais en fait, ils l'ont racheté, ils l'ont très rapidement, tu vois, ingéré pour faire ce qu'ils veulent. Eux, c'est leur métaverse, tu vois. Et si tu rachètes un mastodon comme Microsoft, ou on dit n'importe quoi, demain, quel intérêt ils auraient à racheter Sony ? Tu rachètes pas Sony pour ingérer Sony et le transformer en métaverse et ne plus en parler, ne plus communiquer. Un exemple tout bête de restructuration et de consolidation, par exemple, c'est dans le milieu de l'automobile. Il n'y a aucune grande marque qui est toute seule. Aujourd'hui, toutes les marques se sont consolidées et de plus en plus, il y a quelques petits, mais bon, en règle générale, c'est vraiment des grosses consolidations. Tu vois, par exemple, BMW, Rolls-Royce et Mini font partie du même groupe. Ils ont fusionné. Pour autant, ils ont chacun leur ligne éditoriale, ils ont chacun leurs produits, ils ont chacun leur public. Et c'est pas parce que Rolls-Royce et Mini sont dans le même groupe et dans la même boîte qu'ils vont, tu vois... Alors, il peut y avoir des facilités pour la construction des moteurs ou tout ça, mais ils ont leur ligne édite. Ce que je veux dire, c'est que Facebook, s'ils rachètent Sony, c'est pour faire du Sony. Ils vont pas dire je vais avaler Sony et puis je vais en faire un Facebook-like et puis je vais complètement l'effacer. Non, mais c'est pour avoir une expertise dans le jeu vidéo, parce que le métavers tel qu'il a l'air de se profiler, c'est un côté ludique, un côté même dans sa représentation qui fait très jeu vidéo, quoi. Ouais, ok. Ou alors ça serait pour, tu vois, là où je me dis, est-ce que vraiment il y aurait de l'argent à aller chercher ? Je suis pas sûr non plus. Apple, en une année, fait plus de chiffre d'affaires que l'industrie entière du jeu vidéo. Apple tout seul. Donc à quoi bon, tu vois investir ce marché-là
si c'est pas pour, enfin, ça sera pas pour gagner de l'argent. Il faut qu'ils y trouvent un intérêt ailleurs. Ouais, mais c'est là aussi où t'as la pression des actionnaires qui disent, Mhm. mais attendez, il y a un secteur de croissance là qui est dingue, et pourquoi vous y allez pas, quoi, en fait. Ouais. Ça peut aussi les énerver. Enfin, C'est vrai. on sait qu'ils se diversifient de ouf. Enfin, Amazon, tu dis, c'est du e-commerce, les mecs vont dans l'espace, ils ont un service de streaming de vidéos. Enfin, c'est quoi le lien C'est entre vrai, tout c'est ça, vrai. quoi. Ouais, c'est vrai. C'est du. Après, c'est du temps. C'est qu'ils veulent chacune de ces marques veut pas spécialement, enfin veut prendre notre argent, mais veut aussi prendre notre temps, quoi. Éloignons-nous un poil des GAFAM, revenons Mm. à ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, Sony, Nintendo. Aujourd'hui, ça reste une galaxie en dessous, hein, maintenant, de Microsoft, mais j'ai entendu des mecs dire ça y est, c'est la fin, Sony et Nintendo vont mourir. Alors déjà, Nintendo, ils ont quand même leur statut un petit peu à part, et on l'a vu, la bourse, elle est à peine fléchie chez eux. Hein. Oui. Mais Sony, ça reste quand même quelqu'un qui fait énormément d'argent, donc à l'échelle du jeu vidéo, il reste devant Microsoft, a priori, Sony. en termes de chiffre d'affaires. Alors, c'est vrai, parce que ils vendent des PS5 à 500 boules, et donc en chiffre d'affaires, ça monte assez vite, et comme tu dis, ils restent devant Microsoft après fusion. Donc, Ouais, et donc Tencent étant l'acteur du jeu vidéo qui gagne le plus d'argent aujourd'hui. ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Là, on est plus en train de se poser la question qui sera le prochain rachat global, mais en parlant de Sony de manière plus spécifique, ils sont obligés de réagir d'une manière ou d'une autre. Même si ça va être compliqué d'aller faire un rachat qui aura autant d'impact, ça me paraît impossible, hein, vu les finances de Sony, ils sont obligés de réagir. Et comment? Est-ce que c'est par un move similaire? Tu vois, réagir. Ça sera pas en termes de Voilà. puissance financière. Moi, je pense que ça sera plus un truc symbolique, parce que tu sais, t'auras une conf Sony, et t'auras forcément les joueurs qui vont dire oui, super, vous avez annoncé aucun rachat, Microsoft, ils sont en train de se build up de ouf. Mais tu vois, un rachat de Square Enix, par exemple, en termes d'affect pour les joueurs, je pense que ça pourrait faire passer la pilule en quelque sorte, même si en termes économiques, ça aura pas du tout le même impact. Ouais, c'est possible, mais moi, ce que je me demande, c'est si Sony va réagir avec les mêmes cartes. Tu vois, Microsoft a sorti la carte rachat. Est-ce que Sony va répondre avec la carte rachat? C'est vrai que là, il y a toutes ces rumeurs sur Spartacus et leur nouvelle proposition potentielle d'un Game Pass-like. Est-ce que c'est pas ça, une forme de réponse? Est-ce que, tu vois, dans une semaine, Sony va balance, ben voilà, Spartacus, c'est PlayStation Plus, le nouveau PlayStation Plus, full rétrocompatibilité, pour moins de 10 €. S'il faut, l'ensemble de la presse va parler de ça et va complètement évincer l'actu avec Microsoft qui a claqué 70 milliards. Et Oui, mais ça fera plaisir à 20 millions de joueurs, mais ça fera pas l'actu sur BFM, et la bourse, ça va même pas fléchir, quoi, tu vois. D'accord. On est sur des échelles différentes. Et c'est un peu ce que je disais dans le côté Square Enix, c'est que c'est un truc qui ferait plaisir aux joueurs, mais qui aurait pas un impact sur le marché colossal, quoi. Après, faut voir qu'est-ce que c'est gagner le game, quoi. Si Sony continue à avoir ses IP, ils ont fait plusieurs rachats stratégiques récemment. Si Sony continue à avoir ses gros jeux, ses gros AAA qui continuent à vendre bien, s'il reste devant, c'est ça qui est important. Enfin là, Microsoft et c'est le troisième du trio, hein, donc ils sont derrière. Ils ont jamais entre guillemets gagné une génération. C'est ça en fait, c'est qu'ils sont saoulés, quoi. C'est bon là maintenant. Oui, bah après, là, on est quand même en une époque où c'est plus de temps là qui est guerre. Enfin, on sait que les trois constructeurs aujourd'hui gagnent masse d'argent. Donc là-dessus, tu vois, on sait que c'est bénéfique, le marché va Ouais. bien, et que chacun a su trouver sa manière de s'imposer aussi. Mais quand tu auras Call of Duty sur Game Pass, en Day One, qui sera pas sur PlayStation, et toutes les licences dédiées, peut-être que effectivement les gens vont vouloir plus investir sur Xbox, peut-être que les joueurs vont mettre la pression à Sony pour que le Game Pass soit sur PlayStation, ce qu'on sait que Microsoft aimerait bien, évidemment. Est-ce que ça va pas, est-ce que c'est pas le meilleur cheval de Troie, tu vois, d'avoir Call of Duty pour dire, voilà, si vous mettez le Game Pass sur PlayStation, Microsoft, ça va leur faire une rentrée d'argent dingue. Ouais, c'est pas bête. Mais tu vois, quand je te dis qu'on regarde l'industrie par notre prisme, l'illusion, c'est déjà le cas. Là, tu dis qu'il y a pas, les trois constructeurs font de l'argent, les trois gagnent de la thune, et qui c'est le vrai gagnant, on s'en fiche. Quand tu regardes les chiffres de vente, qui c'est qui vend le plus? C'est Call of Duty, c'est FIFA. Demain, Microsoft rachète Electronic Arts, et le game sera plié dans le sens où les jeux les plus vendus, toutes consoles confondues et tout genre confondu, sera propriété de Microsoft. Imagine, ils font Call of, FIFA. Qui c'est qui a besoin d'argent en ce moment? Electronic Arts, pour ne pas que la licence FIFA s'en aille. Là, Microsoft, ils mettent un billet. Electronic Arts dit que finalement, FIFA, on garde. Et là, c'est terminé. Et finalement, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, les jeux les plus vendus, c'est des jeux des tiers.
Pourtant, on parle tout le temps des licences Nintendo, on parle tout le temps des licences Sony, on parle tout le temps des licences Microsoft, avec cette combativité et cette guerre des exclusivités. Mais oui, t'en parles parce que c'est les éléments différenciants, parce voilà. que tu sais que les autres jeux sont dispo partout, quoi. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, quoi. Et si demain, ce que tu veux dire, c'est que si demain, les leaders, c'est Call of FIFA, reste Call of FIFA, mais c'est la propriété de Microsoft, là, ça sera, tu vois, une domination sans partage, et ça sera Microsoft qui est au-dessus de tout. Moi, je dis pas que Sony va couler, je dis pas que Sony va arrêter de faire de l'argent, va arrêter de vendre des consoles. On voit que l'attrait de la PlayStation 5 qui se dément pas. On voit que Sony a des studios qui sont de classe mondiale, qui sont eux qui produisent les jeux peut-être qui se vendent. Enfin, c'est les jeux les plus peaufinés, les plus finis, tout ça. Donc, je m'inquiète pas pour eux, mais c'est vrai que ça rebat un petit peu les cartes, quoi. Ouais. Après, bon, c'est un peu. C'est une politique un peu c'est des ricains, quoi. C'est un peu grossier, c'est badaboum, je mets une grosse patate dans la porte. Enfin, oui, mais c'est le marché américain qui est le plus gros marché aujourd'hui. Oui. Call of et tout, c'est ça qui vend, quoi. Oui, aujourd'hui. Ouais, je sais pas, ça, le marché chinois aussi, il faudra voir lequel pèse plus. Enfin, Sony, et vraiment, je veux vraiment pas les défendre, hein, parce que j'aime bien Sony, mais tu vois ce qu'ils font là, avec la politique sur PC, on voit que là, God of War surperforme. À chaque fois qu'il y a une sortie PlayStation sur PC, ça surperforme, alors qu'en face, il y a Microsoft qui avait sa politique du Day One partout. Oui, ça fait plaisir à tout le monde, mais finalement, on n'en parle pas, tu vois. C'est vraiment des confrontations de l'inédite, et je sais pas, on va voir un peu à terme qui c'est qui va sortir son épingle du jeu. Et c'est ça qui est le plus compliqué, c'est on n'a qu'une image vraiment partielle aujourd'hui du marché, et c'est hyper dur de se projeter. Moi, ce que j'imagine à chaque fois, c'est que je fais toujours ces comparos, vous allez foutre de ma gueule avec le ciné. C'est juste que le marché du ciné, il est un peu plus vieux. Et hormis faire des projections à la one again, tu vois, c'est que tu peux potentiellement essayer de te dire, bah, je vais regarder ce qui s'est déjà fait et je vais voir en fait comment ça fonctionne aujourd'hui. Des fusions, des rachats gigantesques et titanesques dans le cinéma, ça existe. Est-ce que ça a pour autant changé le game ? Ouais, je trouve que c'est un peu différent quand même dans le cinéma, c'est-à-dire que déjà, le côté édition sont moins mis en avant. Je trouve que t'as moins des fanboys en mode moi je suis fan de la Fox, moi je suis fan de Warner par rapport aux jeux vidéo. Okay. Et c'est pas un achat de matériel qui conditionne les films que tu pourras voir, tu vois. Dans le jeu vidéo, c'est le cas. Si t'achètes une machine, si t'achètes une PlayStation, tu pourras jouer au jeu Naughty Dog. Si t'as une Xbox, tu pourras pas. Ouais. Le ciné, tu vas devant ton ciné, tu payes ton billet le même prix, tu peux voir tous les films possibles, quoi. Ok. Mais du coup, je suis d'accord. Hein. Parlons des plateformes. T'es abonné à une plateforme de streaming. Là, ouais, c'est carrément pas. Mais regarde, là, ce qui s'est passé avec les plateformes de streaming il y a peu, Netflix qui a à peine plus de 10 ans, on a très rapidement eu des craintes en disant c'est la mort du cinéma, c'est la mort de la salle, c'est la mort de la créativité. Sauf que après 10 ans, c'est l'inverse qui se passe. Enfin, c'est carrément l'inverse qui se passe. Mais c'est mort de rire, quoi. C'est que aujourd'hui, les plus grands réalisateurs trouvent des financements et trouvent une voie à travers ces plateformes. C'est le contraire de nos craintes d'il y a 10 ans. Et aujourd'hui, quand tu vois, on est au lendemain de la sortie du film de Guillermo del Toro, qui s'est planté au box-office, du dernier film de Lana Wachowski, qui s'est planté au box-office. Là, on est en train tous de dire que sortir un film au cinéma est impossible face, par exemple, à un film Disney de Spider-Man parce que c'est mort aujourd'hui. Le salut pour les réalisateurs, c'est sur les plateformes. On est sur la conclusion inverse d'il y a 10 ans. C'est ça que je veux dire, c'est que finalement, ce qu'on est en train d'analyser aujourd'hui va sûrement avoir une couleur radicalement différente de ce qu'on peut se projeter. Oui, c'est ce qu'on disait au début, de toute façon, qu'on est trop tôt pour voir l'ensemble des conséquences. C'est trop chaud, en fait. Et je pense que, tu vois, on peut tirer des conclusions de ouf. Par exemple le Game Pass, on en parlait la semaine dernière, là, The Gunk et tout ça. Est-ce qu'on a des craintes qu'il peut y avoir une certaine forme de format, ça va être formaté, les jeux Game Pass vont être plus courts, moins de budget, nanana. Mais en fait c'est peut-être la même chose qui va se passer avec Netflix. S'il faut, les jeux de Kojima, les jeux de Sam Barlow, les jeux des grands créateurs dans quelques années trouveront en fait pour seule et unique sortie ces ces plateformes, tu vois, parce que c'est là en fait qui vont avoir un terrain d'expression contraire. Donc, on est peut-être à l'inverse de ce qui va se passer. Voilà, c'est le contraire. Écoute. Je suis trop chaud. Je pense qu'on a fait déjà un premier tour. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler abondamment au fil des années et tout. Mais est-ce que c'est pas, on parle de choses difficiles à imaginer, de rachats impossibles. Est-ce que c'est pas le moment du top 3 ? Je crois que c'est le moment de l'interlude top 3, le top 3 qui nous a été proposé par Meuret. Il nous a dit, les gars, faites un top 3 des projections impossibles. Alors, Nico, qu'est-ce que c'est une projection impossible ? On n'a peut-être pas eu la même lecture de ce top 3. C'est que le jeu vidéo, tu vois, avec les âges, nous a appris que rien n'est impossible dans le jeu vidéo. On a Sega qui a sorti des jeux chez Nintendo.
on a Microsoft qui rachète Acti, on a Square Enix qui fusionne. Donc là, aujourd'hui, on va dire des prédictions qu'on pense impossibles, mais qui peuvent se réaliser finalement parce que rien n'est impossible dans le jeu vidéo. Ouais. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est d'accord? C'est un peu ça. Après, moi, mon top 3, je me suis vraiment dit, ça, c'est impossible. Et comme tu dis, on sait pas dans quel monde on vit, mais bon, Voilà, parce que moi, je persiste. La semaine dernière, tu m'avais dit Microsoft va racheter Acti, je t'aurais dit c'est impossible. c'est impossible. Voilà. Et donc, ton top 3 de trucs qui sont impossibles. Alors, je commence fort. Les jeux Nintendo arriveront sur Xbox et PlayStation. Ah Là, j'ai envie de te dire, c'est impossible. Ouais, mais Mais qui sait, franchement? tu vois, c'est vrai qu'au lendemain de toutes ces annonces, finalement, On sait que Nintendo, ils ont réussi à creuser leur sillon et ils ont réussi à se créer leur propre écosystème qui les rend indépendants. Et peut-être qu'à un moment, ils vont se dire, bah, faire du hardware, finalement, on voit qu'on est dans une société de streaming et tout, ça n'a plus tellement de sens. Notre force, c'est notre catalogue d'IP, notre catalogue de jeux. On va faire en sorte de Nintendo Game Pass qu'on proposera à Microsoft et à Sony en prenant l'argent de l'abonnement derrière. ouais, mais t'es à plus combien d'années? Parce que s'il y a bien Que sais-je? il y a un constructeur qui a réussi à faire de l'argent dès la première console vendue, c'est Nintendo. Évidemment. Donc, s'il y a eux, ça les intéresse de vendre du hardware. Oui, mais peut-être, tu vois, comme ils ont commencé comme un fabricant de jouets pour devenir fabricant de consoles de jeux, peut-être que ça sera juste des providers de services, tu vois, Nintendo. Ah ouais, c'est impossible. Mon top 3, moi, c'est quelqu'un qui rachète Sega. Je pense que c'est impossible. Tu vois, la semaine dernière, je pensais à des consolidations 100% japonaises parce que je pense que c'est entre eux qui vont pouvoir se soutenir. Il y a tout un délire comme quoi il y a quand même, tu vois, l'État japonais qui a des billes un peu partout. Enfin, c'est compliqué le Japon. Et je me suis dit, pourquoi pas Konami, Sega, parce qu'ils ont des intérêts hors du jeu vidéo. Ils vont peut-être trouver une affaire à faire ensemble. Et là, pour moi, c'est une insulte, tu vois. C'est que, tu vois, ils ont... Ce que tu disais, ça m'a fait marrer. Ça. Non, mais il y a eu des teases, tous, là. On a tous eu des rumeurs, des machins. Des Microsoft va racheter Sega. Hop, des hérissons, là, qui sont postés sur Twitter, avec des petits clins d'œil avec des anneaux. Mais, en fait, aujourd'hui, Sega s'est valorisé à 3,6 milliards. Mais c'est quoi? C'est 3,6 T'es en train de dire que si Microsoft l'avait voulu, ils auraient pu le faire 10 fois, quoi. Mais c'est juste qu'ils veulent pas. Quoi. Voilà, mais tous les jours, en fait. Donc, là, je pense que personne ne veut Sega, et ça n'arrivera jamais. Et là... Impossible. Non, mais moi, là, pour le coup, je gagne. Parce que si ça n'arrive jamais, je gagne. Et si quelqu'un rachète Sega, je suis trop content. Donc là, je suis refait, en tout cas, avec ce top 3. C'est vrai, juste pour se marrer, on a quand même fait un top 3 la semaine dernière sur nos projections 2022. Aucun de nous n'avait vu venir. Non, on n'avait pas vu venir, ça. Ton top 2 des trucs impossibles. Alors, j'hésite, Laure. Bon, je veux dire, allez, en fait, on va avoir Tencent qui rachète Epic. Tencent qui achète Epic. On sait que Tencent, on l'a dit, c'est l'éditeur qui a le plus gros chiffre d'affaires dans le jeu vidéo. Le marché reste majoritaire aux États-Unis, mais il se déporte éventuellement vers l'Asie, vers la Chine. Tencent, s'ils veulent faire à la Microsoft, montrer les muscles un peu flex, racheter Epic. Alors, j'ai aucune idée si en termes de bourse, c'est possible. S'il faut, Epic est aujourd'hui valorisé plus cher que Tencent. Tencent, c'est le taulier en termes de valorisation. Ils sont à 560 milliards. Donc, Mais Epic, tu vois, aujourd'hui, on sait que le jeu vidéo, Fortnite déjà, grosse cash machine, et puis l'Unreal Engine, c'est devenu... ça se développe de plus en plus, mais c'est le moteur adopté par beaucoup de gros jeux, donc tu as une rente là-dessus qui est gigantesque. L'Epic Store qui est pas... L'Epic Game Store, effectivement, qui est une alternative à Steam. On sait qu'Epic arrive aussi en force dans le cinéma, il y a des plans de Matrix 4 qui ont été faits sur Unreal Engine. On sait qu'il y a Mandalorian aussi là-dessus. Donc Epic, c'est un acteur très très sérieux de jeux vidéo qui a pris une ampleur dingue en 10 ans là. Si j'étais Tencent, est-ce que ce serait pas plutôt que de viser Capcom, tu vois, c'est un Capcom, finalement c'est nul quoi. Capcom, c'est moins de 5 milliards de valorisation. Qu'est-ce que c'est? Allez, Star rachète Capcom. Demain. Et est-ce que ce serait pas Epic la cible la plus sexy un peu du moment? Eh ben ça tombe bien parce que c'est mon top 2. Non. Alors mon top 2, moi c'est Apple qui rachète Epic parce qu'ils sont saoulés. Tu vois, genre les procès, ça les gonfle. Sérieux, putain. Okay. C'était le tien? Non. Non, mais tu vois, il y a le grand procès Apple contre Epic, Apple qui ne veut pas de Fortnite. Et là, donc Apple soulage. Genre, tu m'as saoulé. Tu m'as saoulé, je te rachète. Donc après, Tim Sweeney, je sais pas dans quelle mesure tu peux refuser un rachat si c'est une OPA agressive. Je sens que Sweeney est propriétaire Enfin, il peut infléchir lui tout seul la destinée d'Epic. Bon, voilà. Mais donc c'est impossible, j'ai gagné. Donc comme quand Microsoft dit, on revoit un peu nos positions par rapport à Activision alors qu'ils étaient en train de l'acheter. Là, Apple qui dit, vas-y Epic, vous nous avez saoulé. On rachète. Allez, ton top 1. Mon top 1, c'est que dans 20 ans, le marché du jeu vidéo, aucun des acteurs actuels ne sera encore en place. Oh, donc... je drop ma feuille. D'accord, donc Nintendo tout seul, Sony tout seul, Microsoft n'est plus tout seul. Enfin, ça... Imagine dans 20 ans, le jeu vidéo, ça se tire la bourre entre, je sais pas, Facebook, Amazon et Apple.
Ah, Et Microsoft aurait laissé tomber parce que, je sais pas, déconvenu, machin, on sait pas. Hein. C'est vrai que ces gros groupes ont une faculté à lâcher énormément d'argent dans une période très rapide, on l'a dit. Mais comme Google, ils ont aussi la capacité de se désintéresser du jour au lendemain de domaines. Tu vois, Sony, on sait qu'il y avait la division, les Vaio, les ordi portables. Les ordi qu'ils ont là. Ils ont vendu. Ouais, donc au moins, bam, ça on arrête. Donc, mais tiens, on s'intéresse au téléphone, bam, on a racheté Ericsson. C'est vrai. Au dernier CES, Sony a présenté des voitures. Voilà. Donc, sans parler de versatilité, parce qu'on n'en est quand même pas là, mais ils ont cette capacité à investir un domaine et à le quitter du jour au lendemain de manière assez dingue. Peut-être que dans 20 ans, Microsoft va se dire, non, mais nous, on est sur le cloud avec les HoloLens pour faire des trucs pour l'armée. Oui, mais c'est là où il y a une vraie logique, on en parlait tout à l'heure, c'est que Microsoft a mis 20 ans à faire ce choix de dire, maintenant, les potards, c'est 100%, on y va. Ça n'en prend pas le chemin, ça paraît impossible. Google, ça paraît impossible. Mais tu vois, Google, ils ont fait Stadia, hop, ils débranchent Facebook. C'est pour ça, tu vois. Mais tu dis 20 ans. Ouais. Ah, c'est pas mal. Pas mal. Moi, mon top 1 de choses impossibles, c'est Sony qui fusionne avec Nintendo. Les deux japonais se mettent ensemble, bien que Sony a son board même en Europe maintenant plus qu'aux États-Unis. C'est plus tant une société japonaise dans l'âme, mais j'y crois pas. Sony, Nintendo, j'y crois pas. Tu que c'est impossible? Je dirais que c'est impossible. Mais après, alors là, je te sors un souvenir de la classe d'histoire des géo du collège, mais il y a je crois que c'est les Zaibatsu, ça s'appelle. C'est un truc qui se fait au Japon. C'est des grosses entreprises, des gros conglomérats qui fusionnent entre eux pour donner des grosses boîtes, des giga-sociétés. Après, au Japon, c'est leur passion de créer des boîtes qui mangent des boîtes, qui créent... C'était petite, mais tu vois, on se rappelle de Seeds, qui crée Clover, qui fait Platinum. Mais c'est Hypatoge, là, tu vois, dans le pédiluve, là. C'est des petites boîtes qui sont là, qui délirent. Là, on parle de deux constructeurs qui se mettraient, tu vois, vent debout face à Microsoft. J'y crois pas. J'aimerais bien, finalement. Après, c'est vrai que sans tomber dans les clichés, tradition et modernité, les sociétés japonaises ont quand même une façon de voir les choses qui est un peu différente des sociétés occidentales et qui serait plus encline à se racheter entre elles plutôt que de se vendre à un Américain ou quoi que ce soit. C'était mon espoir. Mais bon, voilà pour ce top 3 des trucs impossibles. N'hésitez pas à balancer. Rendez-vous dans quelques mois s'il faut, l'une de ces prédictions se sera révélée vraie. Est-ce qu'il va y avoir d'autres secousses comme ça au cours de l'année, là, si proche? En tout cas, du côté de Microsoft, peut-être pas pour l'année quand même, sinon c'est vraiment... Moi je dis ça, non, maintenant, plus rien n'a de sens. Mais tu vois, on parlait tout à l'heure des rapports d'échelle sur qu'est-ce que vaut l'argent, mais là, en fait, ils ont tellement éclaté les frontières que forcément les prochains rachats, en tout cas les prochains rachats massifs, vont être encore plus gros. Enfin, c'est un peu comme les transferts, alors moi j'y connais rien en foot, mais les transferts au foot... Oui, il y a eu un moment où la situation a vrillé et c'est devenu la course... à l'échalote. Non, je refuse. C'est devenu un peu absurde, quoi. Et chaque transfert doublait le montant astronomique de celui précédent. Ouais. Mais c'est vrai que là, quand Sony va racheter random boîte suédoise qui l'aide à codev du jeu pour 150 millions, les joueurs vont dire, mais pourquoi? J'aime pas comment tu parles de Housemarque, mais bon, c'est pas grave. Non, mais plus, les derniers rachats, j'ai même pas les noms en tête, là. Nexus, Spire, Spiritfire, je sais pas quoi, là. Après, c'était des studios de soutien, c'est utile, mais c'est pas, il y a pas d'IP forte derrière et on sait que c'est ça qui coûte. Ouais, mais t'es sûr qu'au prochain State of Play, t'auras des coms sur YouTube où les mecs un peu bourrins, ils vont dire, ah oui, super, alors il qui rachète 110 milliards actifs, vous faites quoi, tu vois? Oui, c'est vrai. Mais après, nous, dans le jeu vidéo, par exemple, Nintendo balance la date de Breath of the Wild 2 et on aura tout oublié. Parce qu'on est quand même... on n'est pas très malin. Nous, le vent, il souffle. Ouais, il va par là. Ouais, trop bien. Allez, on va un peu quitter les chiffres et on va parler non plus de gros sous, mais un petit peu de poésie. On va se détendre. On va se détendre un peu. On va y aller calmos les palmitos. Avec un grand coup de cœur, un jeu qu'on a adoré tous les deux et qui, bizarrement, non pas bizarrement, mais en tout cas assez... unanimement s'est fait défoncer. Il a mauvaise presse. Il a mauvaise presse. On va essayer de voir pourquoi et on va surtout vous expliquer pourquoi nous on l'a adoré. Ce jeu c'est Sable, donc il y a un jeu d'aventure, je vous le présente rapidement, en monde ouvert dans lequel on dirige Sable, Habile, qui est une jeune fille en fait qui doit effectuer un rite de passage à l'âge adulte et en fait pour ça elle devra explorer le monde afin de mieux se connaître elle-même en connaissant le monde. Assez simple, un postulat plus ou moins... Quête initiatique. On va y revenir. Donc Sable, c'est le premier jeu du studio Shadowworks, donc une équipe britannique indépendante de 2 personnes. Donc je les nomme Grigorios Kiteriotis et Daniel Finberg. Donc c'est un jeu qu'ils ont commencé à développer tous les deux,
dans le garage des parents, à l'ancienne. Donc l'équipe s'est rapidement étoffée par la suite. Le jeu a été développé quand même sur 5 ans, depuis 2017, et il a été montré en 2018 lors du PC Gaming Show à la Gamescom. Donc finalement très tôt dans la vie du jeu. Nico, est-ce que tu t'en souviens de ce PC Gaming Show? Finalement, ça a un peu cassé le web à sa mesure. Ouais, alors je me rappelle d'une présentation, je sais pas si c'est elle, parce que ça me paraît quand même loin, 2018, mais en même temps, le temps est tellement compressé en ce moment qu'on sait plus où on habite. On était à l'ancienne rédac. Ok, bah écoute, en tout cas, oui, c'est vrai que ce jeu avait fait forte impression dès sa première présentation. C'était magnifique. C'était magnifique. Donc, dev compliqué, on l'a vu quand même plusieurs années pour un jeu indépendant, malgré tout avec une certaine ambition. On est sur du monde ouvert en 3D. Donc, le jeu a été repoussé 2 fois pour finalement être édité par Rofuri, se faire accompagner à l'édition. Et dans un second temps, il y a même Microsoft qui va intervenir en fin de course pour un petit peu aider, ce qui explique en fait la venue du jeu sur le Game Pass. On a pu donc un peu précipité, j'avais pesté moi en disant comment le jeu peut sortir même pas traduit. On le verra à la fin, peut-être pas techniquement si solide. On va quand même plus insister, attaquer sur ce qui nous a plu dans ce jeu, dans Sable. On va parler en fait de la quête, de ce que nous raconte en fait ce jeu, ce récit. Donc c'est une histoire qui a été coécrite par les 2 fondateurs et aussi par Meg Giants, donc qui a participé à l'écriture de Horizon Zero Dawn. Donc ils se sont fait accompagner par des gens très très cool. Okay. Donc on l'a dit, rite de passage à l'âge adulte, quête initiatique. Donc il n'y a pas de postulat détourné ici, c'est très classique, c'est le jeu qui nous présente une quête initiatique et qui va constituer en fait l'ensemble de l'aventure de Sable. Moi, ça me fait penser vachement à Death Stranding et c'est Kojima qui prend à bras le corps en fait le FedEx. Là, vous aimez pas le FedEx, vous aimez pas en fait ces quêtes annexes toutes nulles. Ben moi, je vais en faire le cœur et le corps de mon jeu et je vais vous montrer en fait qu'il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant. Ben là, c'est le cas en fait. C'est tout simplement une quête initiatique. Ça triche pas en fait. Ouais. En fait, Sable doit un peu s'intéresser, doit choisir sa voie en fait dans l'avenir et donc s'intéresser aux différents un peu corps de métier qui existent dans ce monde. Et donc, elle va devoir rendre des services à ces différents corps de métier pour un peu connaître leur quotidien. Et effectivement, c'est ça qui constitue les missions de Sable et qui serait dans n'importe quel jeu, ce serait des quêtes secondaires parce que c'est tiens, va me chercher des matériaux pour réparer tel truc, va chasser des scarabées pour m'apporter leur carapace. Des trucs qu'on verrait effectivement comme des quêtes secondaires dans les jeux. Là, c'est le cœur du projet. Et ce qui n'est peut-être pas sexy pour les gens, ça joue dans ce côté justement, cette ambiance un peu paisible, chill. Ça pourrait être pris au premier degré de façon, tu vois, très bête et méchante. Alors, je sais pas si nous... on s'est pas consulté, c'est vrai qu'on a joué chacun de notre côté et on s'est dit, t'as aimé Sable? Putain, j'ai trop aimé. Ah non, mais moi aussi, c'est un coup de cœur. Ah, truc de ouf. Et finalement, comme tu le dis, tu vois, c'est des quêtes vraiment toutes bêtes. Et on l'a dit, c'est une quête initiatique. Et en fait... comme c'est une quête initiatique, tout le monde en profite, mais pour abuser de toi. Mais vraiment, mais très très concrètement, c'est-à-dire comme dans Lake. Que tu passes... pire, c'est que tu passes dans un pauvre village et t'as une personne en fait qui va... Donc toi, tu as un masque, on reviendra tout à l'heure, et donc c'est écrit sur ton front en fait que t'es en train de justement... T'as un bisu, quoi. Ouais, tu as un bisu, t'es en train de faire une quête. Ton rite de passage à l'âge adulte, c'est quelque chose qui est commun dans ce monde-là. Et donc, pendant ce temps donné, tout le monde en fait peut te donner des missions parce que tu dois te forger ton caractère, tu dois te forger ton savoir, et en fait ça légitime le postulat de la quête annexe. Mais c'est cohérent dans le jeu, parce que tu disais dans Lake c'est bizarre parce que ça c'est un côté réaliste et tout, que des gens que tu connais pas te demandent des services. Là c'est cohérent dans la diégèse en fait, c'est que tu sais que dans le monde de Sable, les enfants je sais pas qui ont 16 ans, que tu vois passer avec ces masques là, c'est un peu les larbins de tout le monde. En voilà, fait. Et c'est normal. Et c'est normal. Après, de façon un peu méta, c'est une jolie mise en perspective, je trouve, de la quête annexe. Comme on parlait tout à l'heure de Kojima, de cette quête FedEx. Là, ça en fait vraiment, tu vois, le cœur du jeu. Je trouvais ça très cool. Ça légitime ces missions, en fait, qui sont toutes connes, mais finalement qui ont du sens. Tu l'as parlé. En fait, nous, ce rite, c'est qu'il faut trouver sa voie, il faut trouver son métier à venir. Donc c'est une mise en scène, ce jeu Sable, d'un choix de métier. C'est un peu conseiller d'orientation simulation, quelque chose qui correspond pour nous dans le monde réel en fait à l'orientation qu'on doit choisir à la fin de la 3e pour nous, tu vois, quand t'as 14 ans. Au lieu d'aller sur Parcoursup sur internet, ils vont se déplacer dans le monde. Voilà, c'est ça. Tu vois, et c'est ce moment en 3e qu'on a tous vécu, un moment de l'adolescence, de ta construction, où en fait à tout est possible, qui sont ouverts devant toi, mais en fait c'est le pire moment pour faire le choix parce que déjà t'es pas en mesure de le faire, tu connais rien à la vie, et puis prosaïquement tu connais rien au métier, donc on te les présente donc justement avec nos conseillers d'orientation bien connus, mais finalement
on n'a pas les armes pour choisir ce qui va dicter l'ensemble de ta vie professionnelle à venir. Ben Sable, en fait, ça parle de ça. Ça parle de prendre le temps de choisir et de connaître son métier. Il y en a plusieurs, il y en a vraiment moult. Hein. Chaque métier correspond à un masque. Et en fait, quand tu vas aller voir des personnages, des PNJ de différents corps de métier, donc tu as les mécaniciens, tu as les explorateurs, tu as les chercheurs de scarabées, tu en as vraiment plusieurs. Et en fait, chaque corps de métier va te donner une quête qui pourrait s'apparenter à une quête annexe dans un autre jeu, qui est un peu bébête. Et en fait, si tu arrives à la faire, à arriver à son terme, on va te donner un badge. Et au bout de 3 badges d'un même corps de métier, tu vas pouvoir en fait prétendre au masque, justement, de ce corps de métier. Donc, tu vas avoir le masque de mécanicien, etc., etc. Et donc, justement, c'est ça, Sable. C'est une année sabbatique qu'on devrait tous prendre en 3e. Une année de césure pour, en fait, connaître, en fait, ce qui va se passer. Comment, en fait, on va faire ce choix. Et justement, prendre le temps de vraiment découvrir ce qui nous attend. Mais blague à part, hein, je trouve que c'est une réponse élégante à un vrai problème de notre société d'aujourd'hui, qu'ils apportent de manière détournée dans une œuvre ludique. Ouais. Qui serait certainement dur à appliquer dans notre monde, mais je trouve qu'il est génial en fait. Quoi. On fait pas de politique, hein, mais il y a quand même Anne Hidalgo qui propose un chèque de 5 000 euros, 5 000 euros si elle est élue pour tous les jeunes, quelle que soit ta classe sociale. Pour acheter des mangas. À tes 18 ans, mais non, c'est autre chose. Mais à tes 18 ans, on te débloquerait 5 000 euros. Alors on n'est pas là pour dire que c'est des magots ou machin, mais il y a quand même, tu vois, ce sujet, c'est qu'à un moment, il faut prendre sa vie à bras-le-corps et de dire, ben moi, je vais partir dans cette direction, je vais partir dans cette autre-là. Dans Sable, en fait, une fois que tu as 3 badges, tu peux avoir le masque du métier, et une fois que tu as 3 masques en poche, tu peux choisir de t'arrêter. Tu peux choisir de retourner à ton village et de terminer ton initiation, de devenir vraiment adulte et de choisir ton métier. Et c'est ultra important, c'est fondamental, cette notion de « je fais le choix d'arrêter ». C'est bon, j'ai 3 masques. Ben, quelque part, ça veut juste dire, ça y est, j'ai compris, j'ai assez d'expérience et je connais ma voie, et donc tu peux arrêter le jeu. C'est un des points forts du jeu, moi, qui m'a plu, c'est ce côté de responsabiliser le joueur. On te dit, voilà, t'as un jeu, un bac à sable, tant de missions, mais on n'est pas là pour faire comme dans un jeu vidéo, faire toutes les missions, les remplir avec un compteur. C'est à toi de fureter, de prendre le temps et de te mettre dans la peau du personnage. Hein. Ok, j'ai touché à tel corps de métier. Tu peux, comme tu l'as dit, au bout de 3 masques, tu peux finir le jeu, c'est quoi ? 3-4 heures de jeu, ça peut aller très très vite. Mais c'est à toi de prendre la responsabilité de dire, non, j'ai envie de pousser pour découvrir plus, ou j'ai envie de m'arrêter maintenant. Il y a une vraie responsabilisation du joueur et que je trouve génial, quoi. Carrément. Et ces quêtes, hein, donc ces missions, en fait, moi je les ai trouvées assez variées, même si les possibilités en jeu, elles sont finalement, tu vois, assez faibles. Et il y a plein de missions que tu ne fais qu'une fois dans tout le jeu. Moi j'ai en souvenir une grande ville où dans son sein, en fait, tu vas avoir une vraie enquête où il va falloir que tu discutes avec plein de monde. En gros, il y a une espèce de coupure de courant généralisée et il va falloir trouver qui a provoqué cette coupure de courant. Est-ce que c'était malveillant ? Pourquoi ? EDF. Comment ? C'était EDF ou pas ? Et donc, il va falloir, tu vois, vraiment que tu dises c'est lui le coupable et que tu trouves des indices par terre. Et ça n'arrive qu'une fois dans le jeu. Dans cette même ville, à un moment, tu dois délivrer quelqu'un. Et donc, tu as un cycle jour-nuit, tu dois faire des trucs, suivre des indices. C'est vraiment, en fait, à chaque fois, ces missions, elles te demandent à l'apparence des choses un petit peu nulles, comme on a parlé tout à l'heure de ce métier avec des scarabées, alors je sais plus le nom exact, mais tu dois chercher des scarabées, mais à chaque fois qu'on te donne une mission de scarabée, où en fait tu dois trouver 3 sortes d'un scarabée bien précis, t'as toujours un truc assez rigolo, tu dois trouver où sont ces scarabées, où en fait, comment les débusquer. Ils sont toujours différents, ils ont toujours des propriétés différentes. Exactement, il va falloir, à un moment, je sais pas, c'est dans une caverne, déjà il faut trouver la caverne, il faut que tu prennes des pierres, les pierres tu les jettes dans l'eau, qui vont créer de la fumée, tu prends ces pierres, et en fait tu les mets en l'air, ça va débloquer des lucioles ou machin qui sont au plafond et qui ont été débloqués grâce à la fumée de tes pierres. C'est tout nul, les possibilités sont faibles, mais c'est assez varié et tout le temps, en fait, je trouve satisfaisant d'enquêter. En fait, il faut enquêter, il faut observer. Ouais, mais c'est vrai que c'est paradoxal comme tu dis, parce que les possibilités de gameplay sont pas énormes. T'as pas de combat et tout, tu peux juste sauter, escalader et discuter, donc c'est très très limité. Mais ça ouvre des perspectives dans le style de mission, quoi. Et en fait, à chaque fois, la résolution, il faut, c'est des indices qui sont un petit peu flous, il y a des bouts de conversation, il faut regarder, il faut explorer, il faut surtout observer. Il y a aussi des missions un petit peu plus routinières, hein, donc il y a une map avec plusieurs zones, il y a 7 zones, et en fait dans chaque zone tu as un vaisseau, donc il y a tout un lore qui est très très intéressant aussi, qui est très très rigolo, et donc c'est des phases qui sont un petit peu plus de plateforme, donc là il y a des petites énigmes qui sont un peu plus une sorte de mini donjon, voilà, comme une sorte de mini sanctuaire de Zelda, exactement.
T'as aussi toute une énigme avec des anneaux, parce que t'as un speeder, on va y revenir, c'est important ça, mais il faut passer dans des anneaux, mais à chaque fois, ces quêtes routinières, leur résolution finale, une fois que tu auras fait ces missions très précises dans chaque zone, t'as une résolution où il faut enquêter, où il faut trouver quelque chose à la fin qui va en fait te donner le point final et la résolution finale de tout ça. Et ça, c'est trop vraiment fun, parce que il va falloir que tu trouves comment en fait terminer. Et ça, moi, en fait, t'as du mystère. Tout ce jeu, il est entouré de mystère. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un monde un peu qui pourrait avoir une tête de post-apo, très vide, avec du sable partout, des gens qui n'ont pas l'air d'avoir une technologie super évoluée, mais tu vois de ces traces de vaisseaux écrasés, de vestiges de civilisation antérieure. Et c'est vrai que le monde, il est très attrayant et il pousse énormément la curiosité, ouais. Ouais, carrément. Et tu l'as évoqué rapidement, c'est un jeu qui est sans confrontation. C'est quelque chose qui m'a intéressé dès le début, dans le pitch du jeu. Donc là, en fait, moi je trouve que ça manque pas. À pas un moment, je me suis dit, putain, j'aimerais bien taper des gens. Non, il y a pas de... Ah oui, moi c'est un côté super positif. Donc t'as pas de combat, mais ça va un peu plus loin que ça aussi, c'est que t'as pas de dégâts. T'as pas de chute, tu peux pas tomber. La mort, en fait, c'est pas un enjeu. Tu peux pas mourir à aucun moment dans le jeu. Tu peux crever. Ça, c'est aussi assez intéressant, parce que complètement différent de l'ensemble de l'offre qu'on a de jeux vidéo actuels, quoi. Ouais, mais ça te met dans un état d'esprit où, tu sais, les jeux d'action, t'es toujours sur le qui-vive, prêt à la confrontation et tout. Tu fais gaffe quand t'explores pour, justement, comme tu dis, pas mourir en tombant, machin. Là, c'est dans un état d'esprit où, justement, on te libère de ce genre de contraintes et t'as l'esprit plus éveillé, justement, pour l'observation et pour ce que le jeu valorise, en fait, quoi. La découverte, le papillonnage de zone à l'autre. Radicalement différent, tu vois, des Souls, où c'est très important d'observer, mais t'es parasité par la peur, et t'as toujours quelqu'un qui va venir essayer de te tuer. Alors que ce qui est important, c'est être calme et observer. Bah là, en fait, c'est pareil. C'est pareil, sauf que personne ne cherche à te tuer. C'est que on veut te détendre et on te met un bon bain chaud, quoi. Voilà. Et on te laisse prendre le temps d'observer. Et donc voilà, c'est cette quête initiatique, ce passage à l'âge adulte. Et donc, j'ai beaucoup répété, il faut explorer, il faut découvrir les choses. Et en fait, tu vas fureter comme ça, de territoire en territoire, de ville en ville. Et tu vas même parfois découvrir et résoudre des énigmes dont tu n'as pas rencontré le PNJ qui va te l'octroyer. Ouais. Et ça, c'est hyper important, c'est prévu par le jeu, et c'est quelque chose qui est engendré par la structure du monde. Mais ça, on va pas spoiler, parce que c'est quelque chose qui est très important, et on va y revenir. Donc pour terminer sur cette quête initiatique, moi je me suis vraiment impliqué, je me suis pas mis à la place de l'avatar, mais à la fin du jeu, je me suis senti différent. Alors moi, mais c'est surtout ce petit personnage, je comprenais mieux le monde dans lequel j'évoluais, dans lequel on m'avait plongé, et mon perso, il était différent. Alors évidemment, esthétiquement, parce que tu peux vraiment changer de fringue, donc t'as tout un menu en fait qui va pouvoir te donner des nouveaux masques, mais aussi des nouveaux habits, donc le haut et le bas. Donc t'as un test fait, t'es différent, t'es plus en fait la petite fille qui part de son village. À la fin, t'es vraiment t'es refait, quoi. T'es un adulte, ouais. T'es un adulte, et à la fin du jeu, je vous rassure, c'est pas un spoil, c'est la fin de la quête initiatique. Tu dois retourner à ton village et tu dois choisir ton masque. Il y a un petit twist intéressant, mais ce qui est vraiment important, c'est que au début du jeu, tu dois trouver une pierre qui s'appelle la pierre de la perpétualité, qui te permet de planer. Et en fait, à la fin, donc t'as un petit speeder, un scooter qui te permet d'aller sur le sable. Et une fois que t'as choisi ton masque, t'as choisi ta voie, en fait, tu perds cette pierre de la perpétualité, tu ne peux plus planer, tu perds ton speeder, en fait, tu ne peux plus en fait aller où tu veux avec ton scooter qui vole. En fait, c'est ça, en fait. C'est que le jeu, il te dit, ça y est, t'as choisi ta voie, et maintenant, il faut prendre des risques, parce que maintenant, tu peux plus planer, donc tu peux mourir, et tu peux pas te déplacer à l'envie, parce que t'es plus dans ton année de sabbatique, ou t'es plus dans ton... Ouais, c'est la métaphore de l'âge adulte, où t'as des responsabilités maintenant qui tes choix, et c'est plus... Donc c'est une mise en scène, je trouve... c'est l'ensemble de ce jeu. C'est élégant. En fait, c'est ça, exactement, c'est élégant, mais ça nous dit finalement des choses simples. Moi, je trouve que c'est une relecture assez intelligente de ce roman que vous connaissez sûrement, qui s'appelle L'Alchimiste de Paolo Coelho, qui en fait c'est un peu le Candide de Voltaire dans une façon un peu différente. Là, l'alchimiste dans ce roman, il va chercher quelque chose, et en fait il passe tout le roman à réaliser que ce qu'il cherche, c'était chez lui. Et en fait, c'est exactement pareil dans Sable, c'est que tu vas arpenter le monde, découvrir ta voie, pour peut-être finalement te rendre compte à la fin que ce que tu cherchais était devant toi. Mais c'est ce voyage qui te le fait réaliser. Si tu n'aurais pas pu le réaliser autrement, quoi. Exact. Ce voyage-là, quoi. Et que ce voyage, il est en fait dans un univers que tu as commencé à nous dépeindre tout à l'heure, complètement ouf. Moi, j'ai quand même envie de mettre le doigt tout de suite sur quelque chose qui m'a vraiment
ultra charmé, c'est l'OST. L'OST magnifique qui a été composé donc par Japanese Breakfast, donc de son vrai nom de cet artiste qui s'appelle Michelle Zoner. C'est une nana qui a déjà sorti 3 albums, donc moi je me suis intéressé à elle par la suite. C'est très très sympa ce qu'elle fait. Et des moments musicaux qui sont incroyables. Par exemple, la sortie du prologue, moi je trouve qu'il est digne d'un Death Stranding ou d'un Red Dead 1, ces moments scriptés où en fait t'as une chanson qui se lance, un morceau chanté, qui vraiment émotionnellement est très fort. Ça fait toujours son effet. Et là, ça fait carrément son effet. Donc cette bande son incroyable. Et cette ambiance, tu as parlé tout à l'heure de désert, on a parlé tout à l'heure de masque. On est clairement dans une ambiance à la Star Wars, donc on parle de Tatooine, on parle de Jakku, donc les créateurs sont plus que Tatooine, c'est Jakku qui les a... Ok, donc il y a vraiment une influence revendiquée. Revendiquée, ouais, ça se dure quand même. Enfin, ils ont bien fait de le dire, c'est que c'est quand même assez flagrant. Par contre, la différence entre Tatooine et Jakku, ils sont pointus parce qu'elle est pas évidente. Je pense que c'est plus dans la... Eux, c'est plus ce Star Wars là qui... Alors, pareil, je sais pas s'ils ont préféré Star Wars 7, mais je pense que c'est dans ces années-là, en fait, qu'ils ont été inspirés. Donc, la peuplade, en fait, de notre village initial fait vachement penser au Tusken, en fait. Donc là, pour ceux qui regardent cette série Boba Fett ou même Mandalorian. Si vous souffrez comme nous sur Boba Fett, mais que vous pouvez pas vous empêcher parce que vous êtes fanboy. Mais voilà, en fait... tout, en fait, ce lore, ces habits, ces masques qui sont très importants, tu ne vois jamais leur visage, là c'est très important aussi. T'as ce mélange, tu l'as dit tout à l'heure, de désert, dépravation, mais aussi de technologie. Tu vois qu'il y a une techno qui est vraiment très très avancée. Et si vous vous intéressez en fait au lore, c'est détaillé. Et on apprend pourquoi en fait il y a ces vaisseaux qui sont échoués, pourquoi il y a une technologie qui est ultra avancée alors que toi tu galères. C'est ça qu'il y a un côté un peu terre désolée, un peu monde hors sans dire hostile, hein, parce que comme on dit, t'as pas des animaux qui vont te bouffer tout cru, mais c'est pas un monde... fait pour l'homme, quoi, en fait. Ouais. Et on a une héroïne qui rêve de fouiller des épaves, la fameuse Scavenger, on l'a dit la semaine dernière. Donc c'est Rey dans Star Wars 7, quoi. Mais non, mais tellement. Oui, avec le speeder qui va chercher des trucs dans les vaisseaux, qui repart les vendre derrière. Donc oui, clairement. Le speeder, là, donc dans le jeu, au-delà de... Tu pourras le personnaliser, tu pourras améliorer ses performances, les sons qu'il fait, les effets, la fumée derrière. Donc c'est un nom, ce speeder, il a un nom, il a une âme, il s'appelle Simoon. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que ton speeder, il t'est destiné en fait. Tu le choisis pas, il vient à toi, donc t'as toute une portée philosophique super intéressante. Et Simoon, en fait, ça veut dire quoi ? C'est un vent chaud du désert. Un peu comme le Sirocco, et le Sirocco qui est un vent du Sahara, et le Sirocco, c'est aussi un vent qu'on appelle Ghibli. Et Ghibli, c'est une très très forte inspiration de sable. Ça aussi, ils l'ont annoncé, ils l'ont dévoilé. Mais au-delà de Ghibli, ou Ghibli, à chaque fois j'hésite, mais t'as Moebius, Jean Giraud, alors là, c'est inévitable. Ah, c'est l'influence majeure, quoi. Alors, franchement, j'en fais des caisses parce que là, j'ai un peu un coup de cœur, mais je pense que c'est un des jeux les plus beaux que j'ai vu tourner. On parlera du côté technique tout à l'heure, mais la première fois que j'ai vu le personnage bouger, que j'ai vu ses aplats de couleurs prendre vie, franchement, je l'ai relancé hier, et franchement, c'est sublimissime. Ouais, la direction artistique, les choix des teintes de couleurs, c'est dingue, ça te fait... tu fais des fonds d'écran tous les 2 pas, en fait, et... Ouais. Le monde est divisé en zones et donc c'est des sortes de biomes qui changent un peu d'aspect, de couleurs dominantes et tout. Et chacun a son petit twist, chacun a sa petite caractéristique. Moi j'ai un petit bémol sur le côté la nuit que je trouve ils ont mis un espèce de filtre qui délave les couleurs que je trouve pas très joli et on perd en visibilité énormément à mon sens. Est-ce que c'est... Alors, est-ce que je défends envers et contre tout, mais est-ce que c'est pas cohérent ? Parce que dans la nuit, tu vois pas grand-chose, et quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur. Tu vois, non, mais j'entends la cohérence, mais c'est qu'en termes après de ludisme, ça me fonctionne beaucoup. Ah, le ludisme. Je suis le gardien du ludisme. Ouais, bon, ce qui fait partie aussi de l'univers et de l'ambiance, je trouve, c'est en fait les textes, le script que j'ai trouvé vraiment excellent. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pesté contre le manque de traduction française, et il y a eu un patch, alléluia, je sais pas si on nous a écouté, et je pense pas, mais il y a eu un patch qui est arrivé, et en fait le jeu a vraiment un script qui est très important, et tout ce qui est raconté, c'est le jeu qui se raconte. Vraiment, ça c'est très important. Et le personnage va recontextualiser ce qu'il voit. Donc c'est des PNJ et ton personnage qui ont un masque. Donc tu ne vois pas en fait les expressions, tu vois pas comment ils réagissent. Et en fait le texte, c'est pas de la fantaisie. C'est pas un truc pour habiller. Là, le personnage principal va vraiment dire là je me suis adressé à lui, j'ai senti sous son masque qu'il fronçait les sourcils, j'ai senti sous son masque un sourire radieux. Mais en fait, elle te donne ce qu'elle ressent parce que en fait, elle ne le voit pas et nous, on le voit pas non plus. Ouais, c'est un choix de narration qui est original et qui fonctionne bien parce qu'on voit le monde par le prisme de son avatar, ce qui est un peu le propos du jeu vidéo.
et qui permet de renseigner sur l'état d'esprit de gens, comme tu dis, ou qu'on ne peut pas déterminer de manière visuelle, quoi. J'ai pas trouvé ça lourd, j'ai trouvé ça très immersif. Je sais que ça a pas plu à tout le monde, effectivement, Ouais. mais moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai trouvé ça bien écrit. Donc voilà, chaque personnage porte des masques. Et donc, bon, ça c'est très perso, mais moi il y a des masques, j'ai un kink là-dessus, je sais pas pourquoi. Et ce n'est pas Eyes Wide Shut. Je vais pas. On ne veut rien savoir là-dessus de ta vie personnelle. Non, mais c'est une thématique en tout cas qui est très très porteuse de sens. Elle est pas tant dans la persona, tu vois, le masque qu'on porte au quotidien. Là, c'est plus le masque de notre vie. En fait, c'est un enjeu qui est bien plus important. Et il y a une phrase qui est dite au détour d'une conversation, mais que j'ai noté dans le jeu, en fait, qui dit que le masque qu'on choisit a-t-il vraiment une influence si on sait ce qu'on veut faire dans sa vie. Et ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment mortel et tellement puissant. Et pour une fois, tu vois, c'est encore une fois comme le script, c'est pas de la fantaisie, c'est pas de l'habillage. Là, s'il y a des masques, ils ont essayé quand même de donner une symbolique, une thématique, une philosophie derrière ça. Donc ça, c'était pour tout ce qui était l'ambiance et l'univers. Et en fait, on l'a dit au tout début, c'est un jeu qui est en monde ouvert, et ça, il va falloir qu'on mette les deux pieds dans le plat. Son inspiration, d'où il vient, pourquoi, comment. On va dire que le monde ouvert aujourd'hui, il y a un petit peu deux écoles, hein. Il y a le canon à l'ancienne, à la Assassin's Creed, et même plus précisément Assassin's Creed 2, qui a vraiment posé un canon. Et il y a le canon un peu plus moderne, organique, systémique, mais bien plus complexe à faire. C'est le canon de Breath of the Wild. Et une question simple, est-ce que Sable, c'est pas l'un des jeux qui a le mieux digéré les codes de Breath of the Wild, alors que c'est une sacrée ambition? Ouais. Alors c'est vrai qu'on l'a dit, Breath of the Wild, ça va faire 5 ans qu'il est sorti, donc on commence à voir des jeux qui ont pu intégrer cette façon d'envisager le monde ouvert. Il y en a, c'était juste par bride, par petits morceaux qu'on va intégrer à la va-vite dans ton propos. Là, Sable, c'est à mon sens aujourd'hui le seul et unique héritier de la philosophie Breath of the Wild et qui l'applique à l'ensemble de son game design en fait. Donc ce monde ouvert où tu n'es pas forcément guidé, tu vas faire tes missions au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des points d'intérêt que tu constates visuellement, donc c'est comme ça que tu évolues dans ton univers. Et ouais, ce côté super ludique, Tu peux prendre le jeu par n'importe quel bout. Comme Breath of the Wild. On va arrêter de dire comme Breath of the Wild parce que c'est comme Breath of the Wild. Mais vraiment, mais c'est rare en fait. T'es pas guidé. Là, le thème du jeu, c'est l'exploration, c'est se découvrir et découvrir le monde. Ben là. Moi, c'est marrant, mais la première zone, hors prélude, juste un petit mot justement sur ce prélude dans Breath of the Wild, en fait, c'est une zone qui est limitée où à la fin, on t'apprend à planer. Là, c'est exact. Et à la fin de Breath of the Wild, justement, quand tu vas découvrir ce monde, tu fais un saut dans le vide et en fait, tu vas planer comme ça. Mais là, c'est exactement pareil dans Sable. T'as une zone fermée avec des énigmes qui vont reprendre sûrement, enfin, tu vois, c'est un tuto, quoi, qui t'apprend à jouer. Carrément. Et en fait, t'apprends de la même façon de planer. Tu peux aussi escalader avec une jauge d'endurance comme dans Breath of the Wild, mais sauf qu'à la fin, tu vas pas faire un saut dans le vide pour découvrir un petit peu le monde. Tu vas prendre ton speeder et passer par ces grandes portes qui font, alors ce n'est que peut-être moi, mais vraiment qui font penser à un vagin, donc c'est une naissance, tu vois. Oui, tu y as parlé. Non, je pensais que t'allais dire qu'ils font penser au Seigneur des Anneaux, parce que moi je trouve que c'est un peu les deux les gardiens de la porte, machin. Ah non, vraiment, moi je trouve que vraiment, j'ai vu un vagin et hop, tu sors, c'est une naissance et tu vas, t'as ce monde qui est ouvert. Et donc, hors prologue, tu l'as dit, tu peux prendre le jeu par n'importe quel bout. Ouais. Et donc, t'as une première zone, t'es assez guidé. Enfin, au début, t'es guidé, t'as un village, tu vas dans ce premier village, t'es perdu, c'est la première fois que t'es là, hors de ton village natal. Et j'ai ultra hésité, en fait, à passer la zone où il y a comme on dit, tu sais, le brouillard de guerre, où tu vois, où c'est tout noir. Et tant que t'as pas trouvé, t'as un métier qui s'appelle les cartographes, et tu vas voir le cartographe, qui est souvent très haut perché, il va falloir faire une séquence d'escalade qui est mortelle, et tu vas devoir payer une carte, et une fois que t'as ta carte, hop, tu vois ta zone. Et ben, j'ai grave hésité à aller dans cette zone, parce que je me suis dit, tu sais, mes vieux réflexes, je me suis dit, si la zone, elle est pas encore noire, là, c'est que je dois pas y aller, et j'avais vraiment cette appréhension de l'inconnu, je me suis dit, j'y vais pas, là, je trouve là, c'est tout noir. Ouais, je sais pas, ça prend peut-être 1h30, où le fil narratif que tu suivais de manière très linéaire jusqu'à maintenant, est brisé, et tu te retrouves en mode ok, je sais pas quoi faire en fait. Ouais. Et c'est là où ça peut être déstabilisant, et ça l'est, mais c'est là où il faut se balader pour voir un point d'intérêt, ok, je vais voir, je me renseigne, ok, ça marche comme ça, ok, je continue, je vois tel truc. Et c'est vraiment, moi, ce que je conseille, c'est de jouer vraiment au jeu en papillonnant, quoi, pas de se focaliser sur une quête en disant bon, faut que je trouve tel truc, faut que j'y aille. C'est au gré des promenades, au gré des découvertes, au gré des envies, débloquer telle ou telle quête et l'accomplir ou pas en fonction. Ouais. Parce que t'as un journal de quête, tu peux activer ton journal de quête qui va te dire, pas systématiquement, attention, l'endroit où tu dois te rendre. Mais comme tu dis, en fait, il faut vraiment pas choisir de direction. Il va falloir, discuter. Il va falloir regarder notre carte parce que t'as pas. En fait, tu dois, une fois que tu l'as acheté, mais
tu n'as pas spécialement d'indice. Il faut zoomer sur la carte, voir que là, il y a un truc qui est un petit peu plus foncé. C'est assez flag, mais il faut quand même regarder et aller voir comme ça qu'est-ce qui va se passer et tomber, fureter, d'aller de quête en quête. Franchement, il faut récolter l'information. Et ça, c'est hyper intéressant et pas se dire, je vais prendre cette sous-quête, je vais aller à son terme. Je pense que c'est pas comme ça qu'il se joue et le jeu t'incite à pas jouer comme ça. Ouais, c'est un jeu où il faut s'impliquer, mais c'est pas laborieux parce que c'est vrai que tu peux te dire ça doit être quand même un peu chiant et tout. Je trouve que c'est fait de manière très très naturelle. Alors est-ce que tous les deux on était dans un état d'esprit peut-être particulier? C'est vrai que ça m'a fait marrer parce qu'on en parlait avec Damien. Il a dit mais est-ce que c'est pas parce que vous étiez en vacances en mode tranquille, j'ai rien à faire, enfin vraiment en détendu qu'on l'a apprécié et peut-être bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a un état d'esprit. Moi j'ai trouvé le jeu ça a coulé en fait sur moi, tu vois, ça n'a jamais été laborieux, ça a été très très progressif et très fluide. Et en fait, il n'y a pas de point d'intérêt dans le sens où en fait tu te contentes pas, tous les deux en tout cas, on s'est pas contenté d'aller d'un point à un autre, on a vraiment exploré, on a baladé, et en fait, ce que ça dit, c'est qu'il y a tout qui est important dans le jeu, et pas seulement les points d'intérêt. Dans les autres jeux, là où il y a des points d'intérêt, ça sous-entend que finalement, entre les deux points d'intérêt, ça sert à rien d'y aller, tu vois. Tout est sur le même rapport d'échelle. Tout est sur le même rapport d'échelle et l'exploration, elle est systématiquement récompensée. Là, encore une fois, un peu comme Breath of the Wild, tu vas avoir des panoramas incroyables, tu vas débloquer des costumes, tu vas débloquer de l'argent, tu vas débloquer des objets. Tu as aussi un truc qui s'appelle les amis. Donc, tu as une entité, une espèce de déité qui a en fait des petits partout et tu vas devoir libérer les œufs. C'est les Korogu, comme on dit. C'est des Korogu. Donc, moi, le jeu, je l'ai éclaté. Enfin, je l'ai platine. Et il me manque un truc, c'est les 100 amis. Et donc, c'est un peu comme Breath of the Wild. Sauf que dans Breath of the Wild, il y a alors, en endgame, il semblerait qu'il y ait quelque chose pour t'aider à retrouver ces Korogu. Là non, et en fait ça me saoule parce qu'il en manquait une dizaine et je sais absolument pas où aller, et là vraiment là je suis en galère, donc je pense que je ne le finirai jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que t'es tout le temps récompensé. Moi j'ai tapé des tours où à la fin il y avait un pauvre coffre avec 3 thunes ou un magnifique panorama, et finalement je trouve qu'il est quand même récompensant, quoi. T'as toujours un truc à découvrir, quoi. Je me permets quand même de mettre des réserves parce que le jeu n'est pas parfait, notamment le côté technique, maniabilité, on y viendra tout à l'heure, mais il y a ce côté aussi, tu vois, les costumes, j'aurais apprécié qui te donnent des compétences différentes, avoir des... C'est vrai. Mais là, ça aurait été ultime. Ouais, mais tu vois, par exemple, dans Zelda, c'est clairement le délire. Breath of the Wild, t'as le costume pour permettre d'escalader plus rapidement, d'économiser ton endurance, t'as le costume pour résister au chaud, au froid, etc. Là, c'est assez cosmétique, en fait. C'est uniquement cosmétique, c'est vrai. Là où les améliorations du speeder ont une vraie influence, c'est-à-dire que tu as des speeders qui sont... Déjà, c'est divisé en 3, comme les costumes. Et tu peux faire ton speeder, tu peux débloquer des poudres, des teintes pour lui donner une autre couleur. Néanmoins, il y a des galères techniques, on arrête, on va y venir, mais... Imagine s'ils avaient eu l'ambition, le scope du jeu, il avait encore plus ouvert en disant chaque costume, et il y en a beaucoup, va te donner des bienfaits d'endurance. Et je pense que ça serait pas rentré en fait. Oui, mais c'est vrai que ça me paraît fair de dire que c'est très inspiré de Zelda, notamment, comme tu dis, les amis que tu rattrapes pour augmenter ta barre d'endurance et tout, mais que ça reste un peu, alors je veux dire un sous-Zelda, mais dans le sens où ça prend la formule, mais ça fait moins bien, quoi. Oui, bien sûr, évidemment. Il y a un truc qui est intéressant aussi, parce que là, j'ai terminé Horizon et je vais vous en faire une petite chronique juste avant Horizon 2. Mais en fait, dans Horizon, le jeu, c'est un monde ouvert qui est extrêmement riche. Il y a des Assassin's Creed aussi où c'est extrêmement riche, mais là, vraiment, c'est fourmille de partout. Et en fait, le regard, moi, je trouve qu'il s'arrête sur rien, en fait. Il y a tout qui est beau. Alors, tu traverses des villes, des panoramas de ouf, et tu fais même pas attention. Tu respectes pas les devs, en fait. Ils se sont vraiment échinés à faire des trucs magnifiques, et toi, tu regardes pas. C'est trop riche visuellement, il y a trop de points d'accroche, et finalement, tu vois rien. Dans Sable, c'est un peu l'inverse. Donc, j'ai pas eu du tressé, tu vois des lauriers qui ne méritent pas. Il y a vraiment un aspect de son scope, du manque de moyens. C'est un désert, certes, il y a pas grand-chose, mais à chaque fois dans Sable que vous allez trouver un monument ou quelque chose en fait qui va différer de cette plaine de sable, c'est qu'il y a un truc. Et il va y avoir toujours un monument super joli, il va y avoir quelque chose à aller débusquer, et ça, je trouve que ça a nourri l'intrigue et ma curiosité. J'étais tout le temps en train de rechercher, ah ouais, mais il y a quoi là-bas, ah mais est-ce qu'il y a un truc. Contrairement à Horizon, qui est finalement qui n'a absolument rien à voir, tu vois, le jeu c'est un AAA sublimissime et tout, où tout est beau, le moindre grain d'herbe, enfin de brin d'herbe. Mais le rapport en fait que t'as avec le jeu, il est différent, il est voire opposé, quoi. J'ai trouvé ça super bizarre. Alors moi, c'est un crédit que je leur donnerais pour le coup. Hein. Je pense pas que c'est que des contraintes manque de budget ou quoi. C'est qu'il y a une espèce d'ode à l'épure un peu en fait, quoi.
Et comme on parle du design par soustraction de Fumito Ueda et tout, là on est carrément là-dessus en mode on a fait le choix de l'épure pour mettre en valeur justement ce qu'on a envie. Et comme tu dis, c'est que là, pour le coup, on est beaucoup plus actif dans la navigation, dans le regard et tout, que dans Horizon ou dans n'importe quel assassin là-dessus, quoi. Bon, vous l'avez compris, hein, c'est un vrai coup de cœur qu'on a eu pour Sable, mais il y a un point noir qui est énorme, qui est sur le nez ou au milieu du front, c'est le côté technique. Franchement, moi, Sable, je pense que je l'aime de façon déraisonnable, un peu comme notre cher Damien aime son... attends, j'ai bouffé son nom. Deadly Premonition. Deadly Premonition. Et les deux ont, je trouve, une certaine parenté dans le sens où ils sont éclatés techniquement. Ils ont beaucoup de charme, il peut y avoir quelque chose de répulsif. Vous allez vous mettre dans Sable ou dans Deadly Premonition et vous allez dire mais ça c'est quoi, c'est mort, jamais je touche à ça, même pas avec un bâton. Mais si tu arrives à être en résonance avec le jeu, tu vas pouvoir avoir quelque chose d'incroyable. Néanmoins, il faut dire les choses, c'est un jeu qui peut-être n'aurait pas mérité de sortir. Et là, il aurait dû prendre un stop. Et il manque de finition. Il est dans cette catégorie des jeux tu peux apprécier mais ne pas recommander parce que tu sais que c'est compliqué, que tout le monde n'appréciera pas. Mais pour le dire clairement, c'est que le jeu il rame à de très nombreux moments. Nous on a joué sur Series X en plus, donc quand même une console très très puissante. C'est que t'as le jeu, parfois il tourne très bien, puis tout d'un coup t'escalades un truc, tu vas avoir des ralentissements de ouf. T'as des problèmes de maniabilité, mais notamment ton speeder qui va parfois taper sur le sol, faire des loopings tout seul parce que il est dur à contrôler. T'as des problèmes dans la maniabilité aussi en termes d'accroche, donc l'escalade, c'est de l'accroche comme dans Breath of the Wild, tu peux monter sur tout et partout. Mais alors là, j'ai toujours du mal à expliquer ça, mais je trouve que t'as une distinction entre les phases de plat où tu peux monter à pied dessus et les phases d'escalade où tu grimpes. Et le jeu multiplie les phases où t'as des plans inclinés qui sont à mi-chemin entre les deux, où ton perso va un coup monter à pied, puis un coup commencer à s'accrocher. Enfin, je trouve ça en termes de design qui fonctionne pas très bien. Et surtout, t'as souvent des moments où tu vas gâcher 10 minutes d'escalade parce que t'auras un point d'accroche qui va mal se faire, ton perso va tomber, il faut tout que tu te retapes. Donc il y a énormément de carences niveau technique là-dessus. Le framerate, moi j'ai eu des chutes négatives, je remontais le temps en fait. J'étais en framerate -10, -20. Le clipping, il faudrait inventer un nouveau mot. C'est plus du clipping, c'est pas que les choses apparaissent au dernier moment, c'est que des fois la magie. C'est de la magie. Non, ça frôle le honteux. Ken s'y essayait non pas sur série X mais sur One X, oui, t'as raison, One X, et il a arrêté, quoi. Il a rage quit au bout de 10 minutes en disant c'est pas possible, ça me donne mal au crâne en fait. Non, c'est pas possible. Après, vraiment, on a parlé de Moebius tout à l'heure, donc il y a un côté esthétique avec ces aplats où en fait ils ont joué sur une animation saccadée complètement volontaire, mais comme c'est amalgamé à des problèmes techniques qui ne sont pas volontaires, des fois, mais en fait, ça marche plus. Ça saccade, et du coup, ça perd ce côté, ce charme est tué à cause d'une technique défaillante. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. Ouais, ce qui est un peu inquiétant, c'est que j'ai pas l'impression que les devs sont en train de régler le problème. Tu vois, nous, on a fait le jeu donc fin décembre. Le jeu avait déjà 2-3 mois. Ouais. Bon, nous, on a fait le jeu après le patch des langues. Des traductions. Mais j'ai pas l'impression que ce côté technique va être... si vous avez joué sur PC, je serais très curieux dites-nous si le jeu est stable, si le jeu est propre. J'en sais pas du tout. J'en ai aucune idée. C'est une question d'optimisation, tout bêtement. Et c'est vrai que c'est dommage parce que je pense que là, les gens nous écoutaient parler pendant 20 minutes en mode c'est quoi ce GOTY, j'achète de ouf. Et là, ça tombe un peu patatrache et que ça peut être rédhibitoire pour beaucoup de joueurs. Donc à voir. Donc si vous avez le Game Pass, c'est jouable dessus. Donc voir si ça vous parle ou pas, mais c'est dur à recommander, quoi. Ouais. Moi c'est niveau, si je l'avais fait avant les cérémonies des GOTY, tout ça, moi c'était niveau Death Door, quoi, top 3. Au-dessus, il y a It Takes Two et Returnal, quoi. Enfin vraiment, mais je sais, tu vois, c'est complètement déraisonné. Tu l'as dit tout à l'heure, on était dans un certain état d'esprit. Moi, j'ai même kiffé Lake, tu vois, c'est pour te dire. On était en vacances, on était en chill, on avait le bon mood, tu vois. Et on l'avait essayé tous les deux, la démo, et moi, j'avais pesté au-delà de la traduction, il y avait un truc qui marchait pas. Et la première fois, est-ce que je lui ai pas laissé sa chance, ou est-ce que ça fonctionnait pas, tu vois. Et le truc, c'est que, finalement, si j'étais resté sur cet avis-là, je vous aurais presque dit non, c'est éclaté, n'y jouez pas, moi ça a été répulsif, c'est mort. Tu te dis finalement à quoi ça sert la critique, à quoi ça sert, tu vois, de tester. Ça tient à pas grand chose. Ça tient pas grand chose. Le truc, c'est que nous, on n'est pas là pour vous dire de jouer ou de pas jouer à un jeu, on est là pour alimenter un débat, on est là pour apporter des idées, un décryptage, notre vision, on est 100% dans le subjectif pour vous dire que nous on l'a ressenti comme ça. Moi, je pense que tu vois, il y a des jeux, si tu rentres en résonance avec eux, ils ont quelque chose à te dire, ils ont quelque chose à proposer. Rares sont les jeux qui sont vraiment nuls, tu vois. Des vrais rognes, c'est assez rare.
Donc, on a dans le strike avec la team, on a une rubrique à la fin où tu dis carte noire ou carte blanche. Carte noire, c'est qui joue pas, c'est pour la vanne. Nous, on n'est jamais là pour vous dire ne regardez pas ce film, ne regardez pas ce jeu. Et moi, j'ai une malédiction, voire un pouvoir magique, et j'en suis très fier, c'est que quand je vous parle de trucs que je n'aime pas, les gens, la plupart du temps, courent regarder le film ou jouer au jeu. Et franchement, moi, je suis trop content parce que c'est cool. C'est ça que ça veut dire, c'est que moi, je suis pas rentré en résonance avec le jeu, il ne m'a pas parlé. Mais finalement, ce que je t'en raconte, t'as l'impression que ça t'intrigue, et du coup, tu vas le voir. Et du coup, moi, je trouve ça cool. T'es d'accord avec ça ? Nous, on est là pour alimenter quelque chose. Oui, bah, je pourrais être un peu bisounours en disant que toute œuvre mérite au moins sa chance, quoi. Donc, on lui donne sa chance. Donc, et c'est encore plus vrai pour Sable. Mais c'est vrai que ce côté mood, je rebondis là-dessus, ça me paraît intéressant. Tu vois, la semaine dernière, je disais que Deathloop, c'était pas le bon moment pour moi, et que ça n'avait aucun jugement sur la qualité du jeu. Et c'est là aussi, comme tu l'as dit, hein, tu remettais un peu finalement en cause le côté critique, à quoi ça sert, parce que si c'est pas le bon mec qui rentre pas en résonance avec le jeu, tu peux avoir autant d'avis s'il faut que de personnes qui vont jouer au jeu. Donc faut toujours prendre en compte que c'est relatif, que c'est subjectif. C'est un instantané. C'est en fait on a un avis, tu vois, vraiment sur Sable ou même vraiment sur Lake, parce qu'il y a un peu ils ont un peu ce délire même de mise en perspective de qu'est-ce que la quête annexe, de prendre son temps, de jouer calmement. Et tu vois, j'aurais pu avoir une réaction mais radicalement différente à deux moments donnés, alors que je reste la même personne. Enfin non, c'est même pas vrai, je reste pas la même personne. C'est qu'à un moment, déjà t'évolues. Des fois, il y a des jeux qu'on a éclatés il y a 15 ans qui aujourd'hui peuvent être vraiment des coups de cœur. Et nous, avec CERD, est-ce que c'est pas un peu ce qu'on fait ? Alors c'est vrai que chacun de nos auteurs, ou même des bouquins qu'on a pu rédiger nous, on y met beaucoup de soi, mais en fait, ces bouquins, ils sont là pour alimenter, tu vois, une réflexion, et pour qu'on puisse... C'est donner un point de vue, en fait. Et ça veut pas dire tout est bien, qu'il faut tout kiffer, c'est pas ça le délire. Hein. Il y a des choses qu'on peut ne pas aimer, des choses qu'on peut détester, mais c'est juste que tu donnes un point de vue, quoi. Tu dis pas, c'est rédhibitoire, c'est de la merde, et n'y jouez pas. Quoi. C'est ça. Bon, en tout cas, moi, même si le côté technique est à déplorer, essayez, Sable, peut-être, et essayez-le à deux moments différents. Essayez-le quand vous êtes demain, et essayez-le dans 3 mois quand vous serez en vacances. Ouais, mais j'ai déjà vu sur Discord, il y a des mecs qui disent « Ah, c'est cool, parce que justement, moi, j'avais kiffé le jeu, et j'ai vu que tout le monde avait dit que c'était nul, et donc voilà, si vous êtes la team des gens qui ont aimé Sable, vous pouvez sortir du bois. Si vous êtes des petits sablos, des petits sablés, si la team des sablés, n'hésitez pas. On a chamboulé le programme, et en l'occurrence, c'est ta chronique qui a sauté. Oui, et ça donc, me paraissait moins urgent de parler de Symphony of the Night. Donc, semaine prochaine ? Bah si, sauf rachat exceptionnel, a priori oui. Mais bon, on sait jamais. Hein. Ouais. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission. Alors, pas spéciale. Et Red Alert, c'est vraiment pas les fondamentaux du Red Alert, là. Il s'est passé un truc, boum, on enregistre... on était dedans là, une news chaude. Tu sais de quoi tu vas nous parler toi ou semaine prochaine ou pas ? Je sais pas. Alors, le truc c'est que là j'ai refait Horizon, c'est bon, j'ai lutté, mais je l'ai fini et j'ai plus ou moins apprécié. Et en fait, ce que je vais vous proposer, c'est un truc, une sorte de mise à jour. Alors déjà, j'ai l'impression que tout le monde a fait Horizon actuellement parce qu'on s'est tous chauffés sur Horizon 2. Et en fait, juste avant la sortie de Horizon 2, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est une mise à plat. Donc, je vais vous parler de comment il a été fait le jeu, mais surtout qu'est-ce qu'il raconte, tout l'univers, et qu'est-ce qu'on peut attendre d'Horizon 2 à la veille de la sortie. Pour se remettre dans le bain, quoi. Est-ce que je vous fais ça vraiment, genre la semaine prochaine ou dans les 15 prochains jours, ou j'attends la sortie d'Horizon 2 ? Je sais pas. Il arrive dans un mois, je crois. Ouais, il y a quand même un mois. Donc, ça me sera très utile aussi parce qu'on en discutait tous les deux. Moi, j'ai fait le jeu il y a 1 an ou 2 et j'en ai plus de souvenirs. C'est un truc de ouf. Ouais, donc c'est l'idée, petite mise à jour avant un gros jeu comme ça, de se remettre dans le bain sur une grosse licence. Donc ça sera ou Horizon ou tu vois, je me suis retapé tous les jeux de Housemarque. J'avais envie de vous faire un truc. Pourquoi Returnal ? Parce que tous ces jeux précédents. Bref, je sais pas trop. On verra. On verra. En tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. L'occasion de vous remercier encore, l'occasion de faire la bise à tout le monde, à tout le monde, à la team, surtout à Ken, à Damien et à Ludo, et de vous dire à la semaine pro. Bye bye. Bye bye.